Donc, Eh bien, je m'appelle Charles Baron, Baron tout bêtement comme un comte, un vicomte. Je suis né à Paris dans le 20e arrondissement en 1926, d'une mère qui était née dans le 4e arrondissement en 1902 et d'un père qui lui était venu de Pologne en 1919. Il faut ajouter que, pour compléter, si vous voulez, que mon grand-père maternel, je n'ai pas connu mes grands-parents paternels, que mon grand-père paternel, maternel, veux-je dire, est venu en France avant 1900, de sa Roumanie natale. Je pense que, comme pour beaucoup de Roumains, c'est parce que le latin, le roumain et le français sont deux langues latines, c'était quand même peut-être plus facile. Enfin, supposition. Et puis, mon grand-père était un espèce d'homme extraordinaire, puisque tout le monde l'a considéré comme un aventurier. Il a eu un cinéma avant la guerre de 14. Et il a terminé sa vie comme ouvrier agricole en Seine-et-Oise, à 42 km de la porte d'Orléans. Donc, si vous voulez, j'ai vécu une enfance de petit paysan. La chèvre amenée au champ, nourrir les chiens, bêcher, glaner le pain, glaner le blé, arracher les haricots, enfin tout ce qu'on fait dans ces périodes où il n'y avait pas de sécurité sociale. Il fallait manger. mais vous avez habité Paris l'essentiel de votre enfance? Oui, mais je suppose que pour des raisons financières, mes parents n'ont pas pu me garder avec eux. Grand-père avait ses jardins. Je dis ces jardins parce que comme c'était généralement, dans ces tout petits villages, ça appartenait à une ferme qui avait été découpée en morceaux pour être vendue. Il avait 3 petits bouts de jardin. Un jardin à fleurs sur le devant, un jardin à fruits sur le derrière, et au bout d'un espèce de couloir naturel, un jardin beaucoup plus grand à fruits et légumes. Chez vous, à la maison, chez vos parents, on ne parlait que le français? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et mon père, naturellement, parlait le yiddish. Mes grands-parents aussi. Pas tout à fait le même. Mais pour ma mère, bon, le problème ne se posait pas pour ma mère. Elle avait fait ses études, elle a eu son certificat d'études. Enfin, bon, elle a mené une vie de petite parisienne. Mon père, pour mon père, j'étais quand même la première génération après lui. Pour lui, j'étais la première génération née en France. Et il voulait certainement que son fils soit un petit Français bien intégré, bien dans sa peau, bien. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'une partie de ce qui aurait dû être ma vie a été un peu mise de côté. Et donc, on parlait le français à la maison. Je connaissais quelques mots de yiddish par-ci par-là, mais on ne peut pas dire. Le yiddish, je l'ai appris à mon retour du camp, avec mes copains de déportation. Vous avez été à l'école à quel endroit? J'ai été à l'école dans un tout petit patelin qui s'appelait la Selle-les-Bordes, par Cernay-la-Ville, Seine-et-Oise, vous voyez que c'est grand pour mettre sur une carte de visite, où j'ai fait alors, à l'époque, ça s'appelait pas l'école maternelle. Vous savez, les écoles de campagne, c'était ça. Vous aviez en général 2 pièces, une qui servait pour 3 classes et l'autre qui servait pour les 3 autres classes. L'instituteur qui s'occupait des plus âgés, sa femme qui s'occupait des plus jeunes. Et malgré ça, on avait quand même des bons résultats au certificat d'études. Mais moi, j'ai été là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai donc appris à écrire, à lire dans des camps. Écoutez, c'est pour vous dire à quel point j'ai l'impression de parler d'un autre monde. C'est que, bon, c'était tous des petits paysans. J'étais le petit paysan. D'accord, il y avait des choses qui me séparaient d'eux, mais on avait la même vie, le même travail. Et quand on a appris l'alphabet, on l'a appris d'une manière manuelle. Je veux dire par là que quand c'était de la lettre A, pour savoir comment la placer, ne souriez pas, je vous jure que c'est vrai. C'était A, c'était pour Anne. Et en même temps, l'institutrice faisait ça, les grandes oreilles. B, c'était comme le mouton, B, et etc., etc. C pour corne. Vous voyez, donc j'ai eu
puis je suis arrivé à l'école à Paris. À Paris, j'ai commencé à travailler à l'école de la rue des Frères Montgolfier, qui n'est pas tellement loin d'ici. Et puis mes parents ont déménagé, j'ai été à l'école rue de Belleville, au 108. La guerre s'est déclarée alors que j'avais eu mon certificat l'année précédente. J'ai été au cours complémentaire, il y avait 2 cours complémentaires de l'avenue Simon Bolivar. Et puis en 1942, il s'est avéré urgent pour les Allemands de me mettre à l'écart. Alors, on va y venir. D'abord, je voulais savoir quel était le métier de votre père? Tout classiquement, mon père était tailleur, maître artisan tailleur. À domicile. Oui. Je tiens à ce maître artisan parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez avec un professionnel, ils ne savent pas que c'est un titre qui a existé et qui devait certainement demander un examen ou d'autre chose, puisque j'ai la preuve qu'en tout cas, il avait ce titre. Et son atelier était à la maison, dans l'appartement? Bien sûr. Et votre mère travaillait avec lui? Tout aussi classiquement. Et qui d'autre? Ils n'étaient que 2? Il n'y en avait que 2. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de travail. Hein. Moi, ce que j'ai connu de l'époque où mon père travaillait, j'ai connu les périodes de presse terribles, quand il y avait un peu de boulot, où il travaillait 6 jours et demi par semaine, et les périodes de chômage terribles, où je suis sûr que mon père comptait les pièces de 50 centimes pour savoir combien de temps il pourrait tenir. Oui, je crois. Les appartements de l'époque, que ce soit rue de Belleville, rue Réaumur, il n'y avait pas de water à la maison. Les water étaient sur le palier. Il nous a fallu attendre 1941, vous voyez, tard, pour que, à la faveur d'un déménagement, nous ayons enfin des water dans l'appartement. Vous aviez des frères et sœurs? Non, je n'ai jamais eu ni frères ni sœurs et j'en suis très heureux. Ils auraient été plus jeunes que moi et vous doutez bien que ce qui leur serait arrivé. Quel était le milieu de vos parents? Je veux dire par là, est-ce qu'ils étaient dans un milieu juif traditionnel, engagés poétiquement ou engagés religieusement? Ah, vous me posez des gros problèmes là, parce que politiquement, je suppose, sous toute réserve, que mon père était ce qu'on appelle un socialiste. Il avait fui la Pologne antisémite, la Pologne où on crevait de faim. Il était venu vers un pays, le pays des droits de l'homme et le pays de... Donc, oui, très certainement, je me souviens d'avoir été avec lui à des réunions. Il m'a fallu quand même quelques dizaines d'années de réflexion pour les situer politiquement, si vous voulez. Mais au point de vue religieux, du côté de mes grands-parents, ma grand-mère était croyante. Mon grand-père, moins, nettement moins, mais il respectait la religion et par-dessus le marché, nous fêtions les fêtes juives. Ça, c'est sans problème. Est-ce qu'ils vous ont fait faire votre bar mitzvah pour autant? Non, et j'ai toujours regretté. Je n'ai pas fait ma bar mitzvah et j'aurais aimé, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé. Est-ce que à l'école, vous avez souffert de l'antisémitisme? Jamais. J'ai honte de le dire. Jamais. Enfin, j'ai honte de le dire, excusez-moi, c'est pas la formule. Je veux dire par là que je n'en ai jamais souffert. Vous savez, dans ces écoles de quartier, où pour la plupart des gosses, que vous soyez né en France ou non, vous étiez quand même un immigré, je vais vous donner un exemple. Dans mes classes, prenons la rue de Belleville, on doit pouvoir trouver encore des traces quelque part. Dans les 10 premiers de la classe, vous aviez en général des enfants d'immigrés, et la plupart du temps, c'était des enfants juifs d'origine polonaise, des protestants qui étaient, si vous voulez, si nous avions été mis à l'écart, ce qui n'était pas tout à fait la vérité, ils l'étaient tout en tant que nous, ils ne faisaient pas partie de la majorité dans une école où les petits chanteurs à la croix de bois venaient travailler, par exemple. Nous habitions rue Réaumur, juste en face, pas rue Réaumur, excusez-moi, rue de Belleville, juste en face de rue de la Villette, où il y avait le patronage des petits chanteurs à la croix de bois, où j'ai personnellement été pour jouer. La grande majorité donc était catholique, donc les protestants se trouvaient mis grosso modo à notre niveau, mais sans animosité. Je veux dire par là que moi personnellement je ne me souviens pas de bagarre, je ne me souviens pas d'avoir entendu sale juif. C'est peut-être le coup de chance, hein. Je ne dis pas que c'était. Le seul moment où il y a eu une bagarre, c'est quand j'étais à la campagne
et où j'allais avec le frère de ma mère qui n'avait que 7 ans de plus que moi. Donc quand j'ai débuté à l'école, lui il terminait. Hein. Et un jour, un de ses copains nous a traités de sales juifs. Je suppose que pour lui ça signifiait pas grand-chose. Il entendait parler ses parents et puis il savait que les juifs avaient crucifié Jésus, quoi. N'oubliez pas que les grands journaux de l'époque à la campagne, c'était des journaux ultra-catholiques. Alors, ça s'est liquidé à la manière classique, quoi. Mon oncle a à moitié cassé la gueule du gars qui avait dit ça. Ils ont continué à être copains, ça n'a rien changé dans l'histoire. Mais les choses étaient établies. Quand vous étiez collégien, est-ce que vous pensiez que plus tard, dans un avenir proche, vous seriez aux côtés de votre père à l'atelier? J'ai pas eu le temps de me poser la question. En tout cas, je suis à peu près sûr, ça n'aurait pas tout à fait été les idées de mon père. Je crois que comme beaucoup d'immigrés, il aurait aimé que j'ai une autre intégration dans ce pays. Chez nous, bon d'accord, c'était des... J'allais dire, nous étions pauvres, mais tout le monde était pauvre, ça n'avait donc aucune importance. Quelle que soit la religion ou l'origine, on avait les mêmes problèmes, alors personne ne savait, à part quelques fils de commerçants ou quelques fils de médecins, mais pour le reste, on était tous sur le même niveau, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours vu chez moi, d'abord on était grands lecteurs. C'est une maladie qui m'est restée. Mais j'ai toujours vu chez moi ma mère lire. J'ai appris à lire, moi, personnellement, dans des dictionnaires. Le Petit Larousse illustré a été mon livre de chevet pendant très longtemps. Et mon père, lui, en dehors des journaux qu'il lisait, bon, en yiddish, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'était, mais en tout cas, ces gros livres, c'était des encyclopédies en yiddish, comme il existait à l'époque, qui arrivaient probablement des États-Unis, en tout cas. Donc j'ai vécu un peu séparé de ce qu'on peut appeler les métiers juifs, pour autant qu'on puisse l'appeler les métiers juifs. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait plus tard, mais je peux vous dire que lorsque l'occupation est arrivée, lorsque j'étais au collège Arago à la Nation, je me préparais à devenir ingénieur. Et vous avez fait quoi plus tard? Après le retour... Bien plus tard, oui. Quel était votre métier? Monsieur Assouline, pour manger, on prend ce qui vient. J'étais seul. Mes parents n'étaient pas revenus du camp. Notre appartement nous avait été pris alors que les Américains arrivaient sur Paris. Il y avait beaucoup de monde de disparus. Il n'y avait pas de travail. On prenait n'importe quoi. Il n'y avait pas follement tout le temps de la solidarité que j'aurais espérée. En tout cas, j'ai été dans le désordre. Hein. J'ai vendu de l'espace publicitaire dans les journaux. J'ai également vendu des meubles. J'ai été apprenti maroquinier. J'ai dû faire d'autres choses. Enfin, j'ai travaillé dans une usine de matériel sanitaire. Là, le travail était nettement plus intéressant. Je participais, pour autant que je pouvais, à la création de certains matériels. Et puis, vous savez, dans les entreprises, enfin dans les usines, quand on ne soit pas très bien quoi faire d'un gars qui offre des avantages d'un côté et des désavantages de l'autre, on en fait un technico-commercial. Ça veut tout dire et pas dire grand-chose. C'est le gars qui est capable d'aller à la fabrication, qui doit être capable d'avoir affaire éventuellement au client, qu'on peut envoyer pour un dépannage ou pour une... Bon, j'ai fait ça. En juin 1940, vous aviez quel âge? 14 ans. Je suis né le 18 juillet 1926. En juin 40, j'avais quasiment 14 ans. Vous vous rappelez de l'entrée des Allemands à Paris? Non, je n'y étais pas. Je me rappelle de l'entrée des Allemands à Briare-sur-Loire. Le métier de tailleur ne gagnait pas beaucoup sa vie. Mes parents avaient pris, avant-guerre, une gérance
d'une boutique d'alimentation. À l'époque, il y avait des sociétés qui s'appelaient... On n'appelle pas les noms, je ne voudrais pas dire de sottises. Mais enfin, bon, les gens s'associaient, faisaient une demi-douzaine de magasins qui vendaient les petites choses à les petites gens. Et donc, en 40, lorsque c'est précisé l'arrivée des Allemands, les flics faisaient la tournée de tous les commerces, de petits commerces d'alimentation, pour leur dire: vous n'avez pas le droit de fermer, il faut rester ouvert, il faut nourrir la population. Mes parents m'ont confié à des gens de cette même société, à des vieux, m'ont confié à eux pour qu'ils m'emmènent à l'abri de l'arrivée des Allemands, si vous voulez. Ce qui fait que, jusqu'à Briare-sur-Loire, j'ai vécu l'exode, avec tout ce qui se passait autour. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à Briare, il y avait les derniers combats à côté de la ville entre soldats français et soldats allemands. Puis les Allemands sont arrivés. Ils étaient, j'allais dire, normaux. En tout cas, ils l'étaient encore. Poli. Pardon ? Poli. Je me souviens d'une chose, en tout cas. Je me souviens d'une femme et d'une jeune femme. Est-ce que c'était la mère et la fille? J'en sais trop rien. Lorsque les Allemands se sont installés sur la place et ont commencé à placarder des affiches typos sur lesquelles il y avait, autant que je me souvienne, une interdiction aux Juifs de remonter sur Paris, j'ai vu des femmes leur apporter des fleurs. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'elles se sentaient pro-allemandes. J'ai l'impression qu'elles avaient une telle pétoche que ça les soulageait, je crois. J'ai vu de la même façon à la fin de la guerre, dans le village où je m'étais caché après mon évasion, les villageois bavarois allaient quasiment acclamer l'entrée des troupes américaines dans leur patelin. Je crois que vous savez, la chose la pire, c'est quand on a peur. On doit être capable de faire des tas de choses qu'on ne ferait pas si on était normaux. Au début de l'occupation, vous avez eu peur? Oui. Oui. Oui, parce que, bon, on a toujours parlé de ce qui se passait avec les Juifs en Allemagne. On savait ce qui se passait pour les Juifs qui étaient en Pologne. On avait des échos sur ce qui se passait avec les Juifs de Russie ou d'Ukraine. On savait que quelque chose ne serait pas bon pour nous. Il y a une vieille plaisanterie qui fait dire à une vieille juive, chaque fois qu'on lui parle de quelque chose: oui, mais est-ce que c'est bon pour nous? Je crois que cette question, tous les Juifs se sont posés chaque fois que... Et puis, à 3 mois de l'entrée des Allemands de Paris, à laquelle non, je n'ai pas assisté, il y a eu le premier statut des Juifs. D'accord, ça ne me disait pas grand-chose. On en parlait chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. On était mis à part. À part. Et puis, il y a autre chose. On me dit: oui, bon, pourquoi est-ce que vos parents se sont fait enregistrer juifs? Pour une simple et bonne raison. D'abord, on ne s'était jamais caché. Il n'y avait pas de raison avant-guerre. Le jour de Kippour, par exemple, quand j'étais petit, mes parents, même s'ils n'étaient pas fans de la religion, ne mangeaient pas. Et moi, on me confiait à des voisins pour que je déjeune ce jour-là. Donc, il n'y avait pas de problème. Je n'allais pas à l'école. Avec un petit mot pour l'instituteur. Il y avait donc, tout le monde savait qui nous étions. Et on me dit des fois aussi: pourquoi vous n'êtes pas partis? Mais pour une simple et bonne raison: où voulez-vous que parte un ouvrier qui n'a pas d'argent? Déjà, dans la ville où il avait ses relations, c'était difficile de vivre. Mais vous voyez, mon père arrivant à Orléans, avec une femme et un garçon, où est-ce qu'il aurait dû trouver du travail? Après que le statut des Juifs ait été divulgué, donc après octobre 40, et les premières lois antisémites, est-ce que vos parents se sont déclarés spontanément au commissariat comme juifs? Spontanément, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était très spontané, mais obligatoirement, il n'y avait pas le choix, puisque les gens le savaient. On avait peur. On avait peur des dénonciations. On avait peur des menaces que les Allemands et les collabos faisaient aux Juifs qui ne se déclareraient pas.
Je suppose, parce que ça, je me souviens pas en avoir parlé avec eux, hein, mais je suppose que, en se déclarant mes parents, se mettant dans le droit fil de la loi, même si c'était la loi de l'époque, se pensaient à l'abri de toutes ces menaces. Je suis bien persuadé que s'ils avaient su que la réalité serait 1000 fois atroce que ce qu'ils craignaient, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas déclarés. Mais en attendant, oui, comme beaucoup de gens. J'ai connu un homme de vieille souche juive française à qui la question a été posée. Il y a une quinzaine d'années que je l'ai vu, et encore pas par moi, et qui a répondu, mais je me serais considéré déshonoré vis-à-vis des autres si j'avais pas été déclaré. C'était pas le cas de mes parents. Ils se sont déclarés avec, si j'osais, l'épée dans les reins, quoi. Mais je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Vous les avez accompagnés ce jour-là? Je me souviens pas. Ça vous aurait marqué, non? Si ça avait été le cas. Honnêtement, c'est possible que non. Je ne sais pas s'ils étaient obligés de venir avec leurs enfants ou si le livret de famille suffisait à faire la déclaration. Dans les premiers mois de l'occupation, qu'est-ce que vos parents vous disaient à propos de la nouvelle situation? Est-ce qu'ils étaient extrêmement inquiets? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, nous avons eu une période très dure, une période où il fallait travailler et où il n'y avait pas de travail. Une période où les journaux antisémites ont démarré très sérieusement, où ils sont tombés sur une partie de la population française qui a accueilli la chose. Pour moi, autant que je me souvienne, je peux me tromper, monsieur, de ce côté-là, je peux pas. Mais j'ai l'impression que les gens que je rencontrais se partageaient en deux. Ceux qui étaient totalement indifférents, c'est pas eux que ça s'adressait. Alors bon, du moment que c'était l'autre, c'est pas grave. Et d'autres qui disaient, bon, d'accord, ils ont des ennuis, mais ils se sont bien cherchés, sans chercher ça. On commence à être bien cherchés. Il y avait ce complexe de nous refoutre une responsabilité sur le dos. Alors oui, mais en tout cas, mes parents étaient inquiets, ça c'est vrai. Et par voie de conséquence, moi aussi. Et je vous répète, par contre, à l'école, et plus tard au collège Arago, je n'ai pas eu de problème. Même avec des répétiteurs antisémites comme nous en avons eu, je n'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu un répétiteur ou un professeur qui soit venu sur moi avec des allusions antisémitiques ou avec des menaces ou autre chose, comme certains de mes camarades ont connu. Vous chantiez Maréchal, nous voilà? On chantait à l'école. L'école, oui. Oui, mais en dehors de ça, Oui. Non, je parle de l'école. Soyez gentils, allez en dehors de l'école. Non, je parlais pas d'en dehors de l'école, je me doute bien. Non. Mais à l'école, c'est obligatoire. Oui, pas souvent, mais celle-là a été. À Arago, nous avons eu quelques professeurs qui ont eu des problèmes parce que justement, ils n'étaient pas tout à fait d'accord ni avec Pétain ni avec l'occupant. Oui. Vous savez, à une époque, le facteur est venu chez tous les gens, dans tous les départements, pour proposer des portraits de Pétain, vendus autant que je me souvienne 5 francs, au profit du Secours national. Pas moyen d'y échapper. Vous ne pouviez pas ne pas l'acheter, parce que le facteur avait une liste sur laquelle il notait les réactions des gens. Et on ne voulait pas avoir d'ennui, mes parents ne voulaient pas avoir d'ennui. Mais comme un certain nombre de gens de notre milieu, le portrait a trouvé sa place tout de suite bien situé. Il était au cabinet. Je vous ai dit que nous venions d'avoir un appartement avec des Waters, ce qui était une grande nouveauté. C'est à l'époque où on nous a vendu ce portrait. Il est allé directement punaiser dans les Waters. Et je vous dirais que même chez des voisins que nous connaissions bien, qui n'étaient pas juifs, le portrait de Pétain a rejoint le même endroit. Une petite revanche, pas grande, d'accord, mais enfin, quand on n'a pas les moyens, on se contente de ce qu'on peut faire.
Vous avez passé les débuts de l'occupation donc dans ce village, cette petite ville? Non, Vous étiez où? j'étais déjà à Paris et il était difficile de circuler. Pendant longtemps, pour aller chez grand-père, c'était la Croix-la-Bannière. Alors, il a fallu attendre, probablement l'hiver 41, pour que ça se normalise un tout petit peu. Donc vous êtes revenu à Paris Oui, je suis revenu à Paris tout de suite. Hein. et les ennuis ont commencé quand? D'une manière un peu triviale. Je crois que j'ai commencé à réaliser lorsqu'il y a eu les tickets d'alimentation. Vous savez très bien que les juifs n'avaient pas le droit d'aller faire les achats en même temps que les non-juifs. Et vous aviez beau avoir vos tickets, je suppose, et j'ai des tas de raisons de le supposer, mais je peux pas, que ma mère s'est trouvée avec ses tickets et son argent devant des magasins vidés parce que dès le matin, les autres avaient fait la queue. Je crois que là, oui, on a commencé à sentir, je me suis senti en dehors des autres. Séparés? Oui, je me suis senti séparé des... Même si mes copains ne m'ont pas lâché, même si les parents de mes copains m'ont... Sauf un qui était probablement mon meilleur ami à l'époque. Et du jour au lendemain, en octobre, je crois, 40, après la sortie du statut des Juifs, d'un seul coup, il s'est rendu compte à quel point son fils allait être contaminé par la présence de ce Juif qui ne l'avait pas gêné pendant 3-4 ans peut-être. Et disons que, grosso modo, je crois que j'ai été fichu à la porte, mais les détails, je ne m'en souviens pas. En tout cas, ça a été une rupture qui m'a fait mal. C'est la seule que je connaisse. Oui, mais c'était la plus importante. Oui. Oui, parce que j'ai trouvé des gens... Nous avions une voisine, par exemple, qui, lorsqu'elle allait au cinéma avec son fils, m'y emmenait, au théâtre, je veux dire, avec son fils, m'y emmenait. Elle avait une grande mantille espagnole qui venait je ne sais trop d'où, c'était des gens du Massif central. Et lorsqu'elle passait dans la rue avec son fils et moi-même, sa mantille couvrait le côté droit du vêtement de mon copain et le côté gauche, là où il y avait l'étoile, à moi. Ce qui lui permettait ça devait faire un peu bizarre, cette femme qui se trouvait avec ses deux garçons un de chaque côté, mais en tout cas, elle m'a emmené au théâtre, elle m'a... yeah. Vous avez porté l'étoile jaune? Très peu de temps, mais je l'ai porté, oui. Est-ce que vous l'avez ressenti comme une humiliation? Oui. Vous savez, j'étais un gosse de la communale, moi. Et j'allais dire, souvenez-vous, non, heureusement vous êtes plus jeune, mais l'école de la Troisième République, c'était une école très unitaire, très égalitaire. Et je vous l'ai dit que en classe, les protestants étaient remis à peu près au même niveau que nous, quoi. Il n'y avait pas de... Mais je n'ai pas tellement ressenti. Et puis d'un seul coup, oui, d'un seul coup, c'était une déchirure. Qu'est-ce que j'avais fait pour être mis à l'écart? Il m'a fallu des années pour réfléchir à la chose. Mais ça a été un de mes premiers chocs. À quel âge vous avez réalisé que ce qu'on vous reprochait en fait, c'est juste d'être né? Oh, je ne l'ai pas réalisé de cette façon. C'est bien après-guerre que la formule est venue. Hein. Mais à quel âge justement? Adulte en tout cas. Adulte sans problème. Adulte sans problème. Je devais avoir... et encore, je vous dis ça, mais j'ai aucune certitude. Mais disons entre 20 et 25 ans. Est-ce que c'est la police française ou la police allemande ou la gendarmerie qui s'est présentée chez vous?
pour. L'arrestation. L'arrestation, c'est pas fait chez nous. Et de toute façon, ce sont les flics français. Et je préfère vous dire tout de suite, j'ai le plus profond mépris pour ce genre de bonshommes. J'aurais préféré être arrêté par des Allemands que par des flics français. Avant le 14 juillet 1942, des bruits circulaient, tous les flics étaient quand même pas pourris, comme quoi il y avait une rafle de juifs pour le 14 juillet. Mes parents illico m'ont envoyé chez mon grand-père à la campagne. Et eux sont restés à Paris. Ils sont partis de chez eux pour le 14 juillet, il n'y a pas eu de rafle. Je crois même qu'ils sont partis le 13. Le 14, le 15, il n'y a pas eu de rafle. Le 16, rassurés, ils sont rentrés chez eux. Autant que je sache, quasiment en même temps que les flics qui venaient les arrêter. Ils ont été emmenés à Drancy, puisque les couples sans enfants, ou réputés sans enfants, étaient envoyés à Drancy. Ils ont été déportés dans les 10 jours. Ma mère a été gazée immédiatement. Je n'ai même pas de numéro d'elle, il n'y a aucune trace au musée d'Auschwitz, je n'ai rien. Je sais simplement comment elle a vécu son dernier voyage, parce que j'ai fait le même. Mon père a été victime du docteur Johann Paul Kremer, spécialiste des expériences sur les déportés à Auschwitz. Et il a donc été assassiné le 3 septembre 1942 à 9h du soir. Donc quelques mois après son arrivée. Un mois. Un mois après son arrivée. Comment vous avez appris qu'il avait fait l'objet d'une expérience de la part du docteur Kremer? Eh bien, j'ai toujours... Non, j'ai pas toujours, c'est pas vrai. Je vais régulièrement à Auschwitz accompagner des gens pour leur expliquer ce qu'était Auschwitz. Pour beaucoup, ils n'ont aucune idée. Et c'est tellement vrai que le choc pour eux, ce n'est pas le camp d'Auschwitz, c'est le camp de Birkenau. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Peut-être parce que Auschwitz est un musée, alors que Birkenau, c'est resté en l'état? Oui, c'était une caserne avec des baraquements en briques. Où la vie n'était pas... Ne me faites pas dire que la vie était plus facile. Mais c'était un peu différent. C'était un camp de concentration avec les règlements des camps de concentration. Tandis que Birkenau, c'était l'endroit où on réceptionnait les gens pour les envoyer à la chambre à gaz. Et ça impressionne. Les jeunes que j'accompagne sont absolument sidérés de voir ce que c'était. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner une haute personnalité européenne là-bas. Et cette personne savait. Et en vérité, elle ne savait pas. Quand les Polonais ont commencé à lui expliquer des choses et que j'ai complété parce que je savais, c'est bien la première fois où j'ai vu une personne de ce rang se mettre dans un coin pour pleurer, en refusant absolument la présence des journalistes qui voulaient la photographier. Et elle pensait que ses larmes étaient à elle et non pas quelque chose de public. Vous avez eu une preuve ou une trace de la mort de votre père? Donc, depuis le temps que je vais là-bas, j'ai connu quand même les guides, y compris le chef des guides, qui est un homme d'une courtoisie rare, qui parle un français excellent. Et je lui disais toujours, Monsieur Stanchek, j'ai rien de mon père, j'ai rien. Il m'a dit, il n'y a rien au musée. Et il est sorti un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Das Totenbuch, le livre des morts, en 3 parties, dans lequel il y a, je crois, 80 000 noms qui ont été vendus par les soviétiques après la chute de... Et je ne pense pas qu'il n'y ait que des juifs dedans. Et l'expérience a fait que, accidentellement, je crois peut-être que là, il y a quelque chose de plus que quelque chose de rationnel.
J'ai pris un livre et je l'ai ouvert à quelques pages dans la lettre B. J'ai voulu regarder ce qu'il... Là, j'ai voulu voir. Et j'ai trouvé le nom de mon père. Polonisé. Et avec des renseignements. J'ai donc demandé à ce guide polonais. J'ai dit, voilà ce que j'ai. Est-ce que vous pouvez? Et un jour, lors d'une de ces visites, quelques mois après, il y a une des femmes guides me dit, Monsieur Stanchek m'a laissé une enveloppe pour vous. Et dans cette enveloppe, il y avait l'acte de décès de mon père. Essayez un peu d'imaginer dans un moment où on gazait les gens, si j'ose dire au kilo, un acte de décès. Il ne doit pas y en avoir lourd qui circule. Je parle pour les juifs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un acte de décès pour lui? Eh bien, était arrivé à Birkenau entre juillet et octobre, je crois 42, un médecin envoyé là-bas pour faire des expériences sur les juifs. Alors, je me trompe peut-être, mais enfin, on essaye de faire 1 + 1 pour voir si ça fait vraiment 2. Si j'ai d'un côté le curriculum vitae de ce type envoyé là-bas pour faire des expériences, et de l'autre côté un acte de décès très précis de mon père, ordonné par ce même médecin, il y a un rapport entre les deux. C'est pas une... Vous l'avez apporté? Je l'ai apporté. Vous pouvez nous le lire? Il est en allemand, je le traduirai au fur et à mesure. Le tailleur Maurice Baron, mosaïque, c'est-à-dire de religion juive, habitant à Paris, 19e, 38 rue Fessard, né le... Non, pardon, parce que... Bon, grosso modo, est mort le 3 septembre 1942, à 21h05, à Auschwitz, rue des Casernes. Kasernenstrasse, c'était l'adresse officielle du camp d'Auschwitz. Le décédé était né le 15 août 1894 à Litzmannstadt, Warthegau, c'est-à-dire à Lodz, en Pologne. Son père était Shaul Baron, sa mère Sarah Baron, née Citron. Le décédé était marié avec Anna Baron, la mère, née Ziegler. Alors, autant pour mon père, on a polonisé son nom, Moritz, par exemple, c'est que Moritz, M-O-R-I-T-Z, tout classiquement, ils l'ont écrit M-O-R-I-C, à la mode polonaise, ça donnait Moritz de la même façon. Autant pour ma mère, ils ont germanisé son nom. Ziegler s'écrivait à la mode française TZ, eux l'ont écrit normalement à l'allemande ZIE, Ziegler. Ceci a été attesté par le docteur en médecine Kremer à Auschwitz le 3 septembre 1942. Donc, signé donc par délégation, on nommé Quaterbach, et mon père serait mort d'une installation, d'une inflammation des intestins. Je ne me souviens pas, ça porte un nom en français, mais en tout cas, voilà, c'est cette pièce-là. Il y en a peu qui existent, tout au moins sur un juif, peu de cette époque. J'ai fait le rapprochement avec la mission qui avait été donnée à cet homme lorsqu'il a été envoyé à Auschwitz, où il n'est resté que 3 mois. Je crois pas me tromper, en tout cas. Et je peux vous dire une chose, je vous en ai parlé tout à l'heure, je regrette. Je regrette parce que s'il y a quelque chose qui peut faire mal à un fils, c'est un truc comme ça. Pourquoi vous regrettez d'en avoir parlé? Parce que je me suis fait mal pour rien.
C'était mon père. Savoir que... Bon. Non, je préfère ne pas savoir. Ne pas l'apprendre? Ouais. Je le dis franchement. Et lorsque quelqu'un vient me dire, maintenant, dis-moi, tu vas en Pologne, je dis tout de suite, tu t'en chargeras toi-même. Je ne veux pas que quelqu'un aime les mêmes affres que moi, que celles que j'ai, et que j'ai donné un coup de main à ça. C'est dur à supporter, monsieur. C'est très dur. Mais quand vous lisez, lu ce document. C'est sûr. C'est sûr. Et pourtant, la mort de ma mère a dû être quelque chose d'atroce. J'ai toujours l'espoir qu'en ce qui concerne mon père, quand il a été tué, il était sous anesthésie ou il était inconscient. Ma mère était consciente quand elle est entrée dans la chambre à gaz. Et vous savez très bien que les experts disent que ça durait de 20 à 30 minutes. N'en déplaise aux négationnistes. Mais peut-être parce que pour mon père c'était plus exceptionnel que ce qui est arrivé à ma mère, je ne sais pas. Peut-être parce que je n'ai pas eu avec mon père, ça me manque maintenant, vous me direz qu'à mon âge, mais parce que je n'ai pas eu mon père des relations que j'aurais pu avoir avec un père. Que j'ai eu avec ma mère des relations très fortes, mais parce que j'étais petit, parce que avec mon père j'aurais eu d'autres relations. Ça aussi, c'est peut-être le regret qui joue, c'est peut-être... Vous êtes devenu orphelin à 16 ans? Je suis devenu orphelin à 16 ans. Et pour mon père, presque 2 mois. Puisque je suis né en juillet, mais ma mère est arrivée à Auschwitz en juillet. À 16 ans, donc, vous étiez encore en France? À 16 ans, oui, j'étais en France, oui, bien sûr, puisque je n'ai été arrêté que le 12 septembre 1942. Dans quelles circonstances? Après l'arrestation de mes parents, j'ai trouvé du travail. Bon, le frère aîné de ma grand-mère travaillait à Paris. Et il m'a hébergé. En échange, j'ai travaillé chez lui. Il était artisan fourreur. J'ai donc commencé à apprendre, hein, je l'ai oublié dans ma liste des professions tout à l'heure. J'ai commencé à apprendre le travail de fourreur. Et toutes les fins de semaine, une fois mes parents arrêtés, j'allais voir mes grands-parents à la campagne. C'était une acrobatie. Vous avez 42 km de la porte d'Orléans. Ça supposait, puisque mon oncle était dans le 18e et que notre appartement était bouclé, je ne pouvais pas y mettre les pieds, prendre le métro pour aller du 18e au 14e, prendre ce qui est devenu depuis la ligne de Sceaux, pour arriver à à Saint-Rémy-les-Chevreuses, de là prendre le bus qui nous amenait à Cernay-la-Ville et ensuite terminer 4 km à pied pour aller voir mes grands-parents. C'est-à-dire ça prenait un bon bout de temps. Et pour retourner, le sens inverse. Bon, j'aimais, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon grand-père était un des types extraordinaires, sortant du commun. Et je crois que j'ai eu autant d'adoration que les gens qui l'ont connu, qui sont... Vous savez, le plus jeune qui l'a vraiment connu, il approche du siècle aujourd'hui. Donc, mais il a toujours conservé de mon grand-père une image absolument fabuleuse que de temps en temps il me resserre, puisque cette personne vit encore et qu'elle est formidable. Et puis il y avait une autre raison, je ramenais du ravitaillement de là-bas, pas grand-chose, il ne faut pas exagérer, mais ma grand-mère s'arrangeait avec les fermiers, elle faisait du beurre, ou elle transformait le bas beurre en fromage. Je ramenais un peu de légumes, de temps en temps un morceau de poulet, enfin. Et puis nous avions l'habitude, lorsque le car nous déposait à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses, il y avait les contrôles de police. Il y avait ce qu'on appelait la police économique
Je ne sais pas, oui, vous en avez entendu parler. Contre le marché noir. Contre le marché noir. Et la raison d'exister de ces gens vertueux, c'était de veiller à ce que nous n'alimentions point ce marché noir. C'est-à-dire que, dans la réalité, c'était un tout petit peu différent. Ils ouvraient les valises de tous ceux qui arrivaient là-bas, juifs, non-juifs. Ils n'étaient pas racistes de ce point de vue-là. Se servaient copieusement dans les valises qui passaient devant eux, se le partageaient entre eux et avec leur chef, et personne, naturellement, ne protestait. Ça va de soi. Qui aurait osé protester contre des flics à l'époque? Tout le monde avait peur, les juifs et les non-juifs. Et puis, un jour, le 12 septembre 1942, je reviens donc de là-bas, et contrôle de police. J'étais tranquille, j'avais pas grand-chose. Si on m'avait piqué le chou-fleur que m'avait donné ma grand-mère, ça aurait peut-être gêné la grande-tante chez laquelle j'étais, mais en dehors de ça, on peut pas dire. Pas du tout, c'était une chasse aux juifs. Et je possède le rapport de police de mon arrestation, qui est quand même dans son genre un monument. Je veux dire par là, par exemple, que les flics français du commissariat de Versailles se vantent d'avoir repéré, en dehors de la présence de tous soldats allemands, d'avoir repéré tout seuls comme des grands. On n'avait pas besoin de les pousser pour faire ce qu'ils ont fait. Et puis, le rapport de police se termine par un texte d'une quinzaine de lignes, 12-15 lignes, dans lequel il est reconnu que nous avions le droit de nous trouver au moment où nous nous trouvions, à l'endroit où nous nous trouvions. Pas besoin d'autorisation spéciale, les Allemands nous l'accordaient par principe. Ce n'était pas une rafle pour autant. Pardon? Ce n'était pas une rafle pour autant. C'était la chasse aux juifs quotidienne, habituelle. Vous remettez, je suis un tout petit C'était peu... la chasse aux juifs quotidienne, habituelle, ou bien c'était une rafle? Celle du dimanche, en tout cas. Celle que je connaissais quand je revenais de chez mes grands-parents. Est-ce que vous portiez l'étoile jaune ce jour-là? Oui, tout le temps, en mesure de précaution. Il m'est arrivé, par exemple, à la station de métro Belleville, à la correspondance, qui est assez longue, de tomber sur un copain de classe, un ex-copain de classe, qui portait l'uniforme d'une de ces mouvements pro-hitlériens, et qui a fait partie des gens qui allaient me contrôler à la correspondance. Et le fait que j'ai été parler avec lui, ses copains m'ont foutu la paix. Mais tout aussi bien, si je n'avais pas eu l'étoile, rien ne dit qu'il ne m'aurait pas à ce moment-là dénoncé en disant « je le connais, c'est un juif ». Donc, oui, par mesure de précaution. Et mes papiers étaient marqués juifs. Ceux qui vous ont arrêté, ce sont des policiers français. Des policiers français du commissariat de Versailles. Comment avez-vous eu connaissance de leur rapport? Par Serge Klarsfeld, 40 ans après. Je note quand même que vous avez eu connaissance de l'acte de décès de votre père à Auschwitz, de votre rapport d'arrestation. Je veux dire par là que c'est relativement rare de retrouver non seulement les traces et les preuves, mais de les obtenir et puis quand même, d'une manière ou d'une autre, de les chercher. Ne me dites pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire. C'est comme ça. Je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai pas... c'est venu de soi. Écoutez, mettez-vous à ma place. On vous téléphone en vous disant, dis donc, t'es bien Charles Baron qui a été arrêté le 12 septembre 1942 à Saint-Rémy-les-Chevreuses? Ben, je dis oui. D'autant plus que dans la liste des déportés de France, il y a 7 barons en tout et pour tout, dont mes parents et moi. À une unité près, hein. Vous me pardonnerez si j'ai comme une petite erreur, mais enfin, c'est comme ça. Est-ce que le patronyme baron, c'est celui de vos grands-parents, tel quel, ou bien il a été européanisé ou modifié? J'aime bien votre question. Elle m'est souvent posée. Elle m'est souvent posée par les Juifs. Ça les étonne que je m'appelle baron
ils auraient préféré que j'ai un nom en Stein ou un truc comme ça, qui m'aurait bien marqué. Je suis désolé. Baron, ça a une origine araméenne. C'est le professeur Baruch qui me l'a expliqué un jour. Baron, bon, ben, tout bêtement. Une des définitions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, Bar, c'est le fils. Bar David, Bar Lévi. C'est la force. Souvenez-vous, cette chanteuse égyptienne, Kalsoum, qui était la force de je ne sais trop quoi. Bar ce pourrait être le fils de la force. D'accord, on n'est pas obligé de sourire en me regardant, mais néanmoins, moi-même, je trouve la chose assez piquante. En tout cas, c'est un vieux nom juif sans problème. Tous les barons viennent du même endroit? Non, puisque mon père venait de Pologne, et il paraîtrait, mais maintenant, qu'il va me le garantir, quelle importance j'en ai. Il s'appelait Moritz comme prénom, c'est pas juif au sens que l'on donne, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure. Je donc supposais que un jour un spécialiste m'a dit, je vous le lis, mais enfin si vraiment vous le coupez, ce ne serait pas un drame. Hein. À son avis, je pourrais avoir eu quelque part, parmi mes glorieux ancêtres, quelqu'un qui serait venu avec les troupes de Napoléon et qui aurait déserté, qui serait resté dans un coin, ou puisqu'on n'est pas loin de territoires occupés par les Autrichiens à l'époque, peut-être que ça viendrait de là. Mais je vous le vends comme je l'ai acheté pas très cher. Donc, votre arrestation par la police française, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes interrogé? Tout simplement, on nous a fait rentrer un par un. On écartait ceux dont la carte d'identité était vierge. Moi, on m'a fait rentrer dans le bureau du chef de gare. Il y a un bonhomme qui était là, qui a fouillé dans ma petite valise, ma sacoche, je me souviens plus ce que c'était, qui avait déjà été fouillé par ses collègues. Il a pris le portefeuille dans lequel j'avais ma carte d'identité. Il a retiré ma carte d'identité, il l'a mis dans une serviette en cuir qu'il avait dû piquer à quelqu'un d'autre, je suppose. Et il m'a adressé la parole. Et il m'a dit, vous voyez, ce qui est remarquable, monsieur, hein, en cette époque, il m'a dit, vous avez 16 ans et 2 mois. Vous auriez 2 mois de moins, je ne vous aurais pas arrêté. Voilà. Et pour ça, j'ai passé 32 mois dans 8 camps différents. Parce qu'il estimait qu'en dessous de 16 ans, on n'est pas un adulte? En dessous de 16 ans, normalement, on devrait être avec les parents. Et en dessous de 16 ans, apparemment, on n'arrêtait pas non plus. Je peux rien dire là-dessus. Il était sincère? Il était français? L'homme qui vous a dit ça? C'était un flic du commissariat de Versailles, sans problème. Vous pensez que si vous aviez eu 2 mois de moins, il vous aurait relâché? Tout est possible. Tout est possible, pourquoi pas? Pourquoi pas quand on est obtus au point d'écrire dans un rapport d'arrestation ce qu'il a écrit sur l'absence des soldats allemands, donc ça l'incriminait fortement. Et d'autre part reconnaître qu'ils avaient été avertis que nous n'avions pas à être arrêtés et avoir fait quand même ordonner cette rafle. Disons que il y a quand même... Qu'est-ce qui s'est passé après, alors? Eh bien, c'était une journée atrocement chaude. Septembre 1942 était une saison affreuse. Nous sommes restés une douzaine, un peu plus de juifs arrêtés, de tous les âges. On nous a amenés au commissariat de police de Versailles, dans une grande salle où il y avait 2 flics en bras de chemise qui parlaient. Est-ce qu'ils jouaient aux cartes ou est-ce qu'ils... En tout cas, je crois qu'ils buvaient de la bière. Et je me souviens qu'il y en a un qui se plaignait de la chaleur et qui disait vivement que je rentre à la maison. Je pourrais boire un coup de frais. Ce qui nous arrivait à nous, ça ne l'intéressait vraiment pas.
Et nous sommes restés là jusqu'aux environs de, disons, peut-être avant minuit quand même. Et on nous a emmenés à Drancy. À Drancy, nous sommes rentrés par la petite porte de côté. On nous a distribués dans les blocs. Je crois que j'étais dans le bloc 4, autant que je me souvienne. Je crois également que j'ai couché par terre sur de la paille. Je ne me vois pas couchant dans un chalet. Tant d'années après, je porte aucune. Je suis resté là-bas. Combien de temps? 5 jours. C'est là où j'ai commencé à avoir faim, vraiment faim. À avoir peur, sérieusement peur. Et puis, un soir, on nous a appelés. Je suis passé devant un coiffeur qui m'attendait à 0. J'ai été envoyé dans ce qu'on appelait les blocs de départ. Je suis resté là la nuit, le lendemain matin. Des chauffeurs de la STCRP, la RATP de l'époque, sont venus avec des autobus qui servaient à autre chose dans la journée. Je pense que la seule chose qui les intéressait dans l'affaire, c'est la prime que l'on m'a dit qu'ils touchaient pour venir en supplément, plutôt. Voilà. Les flics nous ont amenés à la gare de Bobigny ou de Drancy, je ne sais jamais, je me souviens jamais, et nous ont mis entre les mains des Allemands. Les wagons étaient là, on nous a fait monter à l'intérieur de ces wagons. On a eu 3 jours de voyage absolument atroces. Jusque-là, il n'y avait pas de soldats allemands? J'en ai pas vu. Petit, comme je vous l'ai dit, bon, 5 jours après l'appel, la tonte, et l'embarquement dans les wagons. Vous savez, je l'ai appris depuis, un wagon c'est 20 mètres carrés au sol. Dans cet espace, on nous a entassés 60, 80. Hommes, femmes, enfants, malades, enfin, c'est horrible. Comment est-ce que les flics français qui voyaient faire ça par les Allemands, comment ont-ils pu ne pas se sentir mal à l'aise de ce qui se passait? On nous a ôté tout ce qui fait un homme, une femme. Je vais vous donner un exemple. Pour autant de personnes, il y avait 2 seaux d'eau de 10 litres. Vous voyez tout de suite ce que ça peut donner. C'est-à-dire que le soir du départ, alors qu'on franchissait la frontière à Metz entre la France et l'Allemagne, il n'y avait plus rien dans les seaux. Et ils étaient transformés en seaux de toilette. Ceux que vous avez interrogés avant moi, on peut vous raconter comment ça se passait. La couverture quand on est devant, ça n'empêchait ni les bruits, ni les odeurs. Comment est-ce qu'on pouvait infliger une telle atteinte à la dignité d'un être humain? J'ai du mal à comprendre. Et nous, lorsque nous sommes arrivés à Dresde, je crois, à Weimar, je me souviens plus, mais en tout cas, dans une ville dont on voyait rien, vous savez, mais le train s'est arrêté, les portes ont coulissé. Je me souviens d'une chose, c'est qu'il faisait très chaud, la ville était blanche, et on a autorisé des hommes de corvée à descendre les 2 seaux de déjection, aller les vider dans, je suppose dans les water, moi je suis pas descendu, et en attendant, nous on restait dans la paille salie avec tout ce qu'il y avait dessus, et puis les hommes ont été, on les a fait rincer rapidement le seau, vous savez, un coup d'eau, remplir de flotte pour que nous puissions boire pour le reste du voyage.
Personne d'entre nous n'a touché à l'eau. Et je pense que ça a été comme ça dans tous les wagons. Mais comment est-ce qu'on a pu faire quelque chose d'aussi bas? Nous obliger, enfin, nous suggérer de boire l'eau dans laquelle il y avait encore des déjections, des choses comme ça. Comment est-ce que ça peut être? C'est la preuve d'un mépris absolu. Et je crois que s'il y a une leçon à tirer de ce qui m'est arrivé, de ce qui nous est arrivé à nous, c'est qu'à partir du moment où on méprise le voisin, il n'y a pas de limite. Nous avons été donc, les portes se sont refermées, le train a roulé une journée et demie. Nous sommes arrivés dans un endroit qui s'appelle Kozel, en Silésie, qui est un nœud ferroviaire pour les industriels. C'est une région très industrielle là-bas. Sur le quai de cette gare, nous sommes descendus. Il y a un type qui était surnommé le marchand de bestiaux, qui était un oberinspecteur de la SS, à Hochschild. Il est venu faire son choix comme les marchands d'esclaves dans la case de l'oncle Tom ou dans les films qu'on voit. Il est venu chercher les hommes qui lui paraissaient convenables, convenant au travail qu'on voulait leur faire faire. Les autres sont remontés. Moi, je suis resté sur le quai. Et j'ai lu quelque part, mais je n'ai pas j'ai probablement le livre chez moi, mais je n'ai pas noté, je n'ai pas la mémoire, que les SS se truandaient quelque peu entre eux. C'est-à-dire que, comme eux-mêmes, je crois, ne savaient pas exactement combien de gens allaient être comptés au bout, quand ils retiraient un certain nombre de personnes, en sortaient en plus, parce qu'ils allaient élever notre main-d'œuvre, donc gagner du pognon, et les remplacer par quelques cadavres de gars morts au travail. Et à partir de là, j'ai commencé mon vrai travail concentrationnaire, c'est-à-dire que je suis resté probablement une semaine dans un camp de triage. Et puis ensuite, je suis parti dans les camps de travaux forcés pour juifs en Haute-Silésie, dénommé Tzal, de nom des initiales allemandes, et où j'ai été bétonneur, bûcheron. Bûcheron, ça a été la bonne époque. D'abord, je l'ai été tout de suite. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de mon enfance à la campagne. Moi, je savais me servir d'une hache, d'une hachette, d'une cognée plus difficilement parce que c'est atrocement lourd. En tout cas, je savais tenir un va-et-vient. Je savais poser un coin pour aider là. Ça a été. J'ai fait du béton, beaucoup de béton. J'ai porté des rails. Vous savez, en Silésie, où la température est si fraîche, où moins 25 degrés, ça se faisait couramment. On était au courant de la température simplement parce que lorsqu'on allait au travail, on passait dans les villages, on passait devant des bistrots. Et comme en France, les bistrots avaient un thermomètre au nom d'un apéritif quelconque, quand on passait, on voyait la température. C'est comme ça qu'on savait. Un moment, j'ai été presseur de corps incendiaires pour l'artillerie allemande. Ça a été à la fois une bonne et une mauvaise période. Une bonne, parce que pendant un hiver et demi, j'ai pas été au froid. J'étais à l'intérieur de ces bunkers où l'on fabriquait ces corps. Une mauvaise, parce que nous étions à travailler côte à côte avec des Ukrainiens. Et pour un Ukrainien et pour certains Polonais, on avait un double désavantage. On était juifs d'ailleurs. C'était déjà quelque chose de pas tellement reluisant. Mais Français par-dessus le marché, ça ajoutait pas au... Les Polonais nous en voulaient. On voulait à Charles Baron, qui avait 15 ans à l'époque. Parce que lorsqu'en 1939, les Allemands ont foncé sur Varsovie, les troupes françaises ne sont pas rentrées dans le dos des Allemands pour aider les Polonais à être soulagés, éventuellement pour gagner la guerre. Moi, Charles Baron, 14 ans. Pour tout ce qui vous est arrivé, vous en voulez plus à la police française, aux Polonais ou aux Allemands? Mauvaise question. Excusez-moi. Je devrais en devoir, je veux, et aux Allemands, parce qu'ils sont au départ de tout cela. Mais j'en veux à la police française pour cette docilité,
pour ce souci d'aller à l'avant des demandes des Allemands, pour cette servilité totale. En un mot, par leur dégueulasserie. J'ai pour eux un mépris, mais vraiment absolu. D'ailleurs, il y a une chose remarquable. Nous en avons... Il y a eu des livres qui ont écrit, vous y avez participé dans cette écriture. On a toujours parlé, en général, des fonctionnaires, des personnages importants. Avez-vous lu quelque part les mémoires d'un simple flic qui faisait les arrestations? Avez-vous lu quelque part les mémoires d'un conducteur des autobus de la ville de Paris qui racontait comment ça se passait quand il emmenait les Juifs de Drancy à la gare de départ? Vous le jugez responsable comme les autres? Sans problème. De même que le conducteur de locomotive? C'est déjà plus difficile, je crois, pour le conducteur de locomotive. Quoique, on m'a dit qu'il y avait possibilité pour eux de ne pas participer à ce genre de choses. Pour les conducteurs de locomotive, je ne sais pas, parce qu'en vérité, est-ce qu'ils étaient accompagnés d'un fonctionnaire des chemins de fer allemands? Est-ce qu'ils étaient accompagnés d'une... Ils devaient être accompagnés s'ils étaient... Ils n'étaient probablement pas... Je ne crois pas qu'ils aient été tout seuls. Quant aux Polonais, ils sont les troisièmes... ils arrivent vraiment en troisième, parce que ceux qui ont agi de cette façon, bon, ont saisi l'occasion. Ça ne relève pas leur niveau, mais... disons qu'ils sont arrivés quand même troisième larron. Pourquoi est-ce une mauvaise question? Parce qu'il est difficile. Il est difficile d'établir une échelle de valeurs. J'ai souffert de tous les trois. Oui, mais à vous entendre, il y a des priorités dans les responsabilités. Et si je vous les posais, c'est parce que la personne qui vous a précédé dans ce fauteuil met en tout premier lieu, tout en haut, les Polonais à qui il vaut une haine inexpiable. Non. Non. Je n'ai vraiment... Pour les Polonais que j'ai rencontrés, entendons-nous, je n'ai pas vu tous les Polonais. Pour les Polonais que j'ai rencontrés, il est sûr qu'il m'est difficile d'avoir un brin de considération. Mais néanmoins, en première ligne, les initiateurs, ça a quand même été les nazis. Ça a quand même été les Allemands. Et si j'en veux plus aux Français qu'aux Polonais, c'est que pour les Polonais qui avaient cette culture antisémitique, j'étais le juif, ils profitaient de l'occasion, même si, comme au ghetto de Varsovie, ils ont participé à la lutte contre les juifs. Même si les Lituaniens se sont montrés au-dessous de tout, même si les Ukrainiens, comme ceux que je rencontrais, il y avait quand même les Allemands qui ont eu l'intelligence de leur donner des avantages en échange de leur servilité, de leur aide. Pour les Français, qu'est-ce qui justifiait cette action qu'ils ont commise? Regardez les ministres de Pétain, regardez les déclarations de certains dignitaires religieux. Ils se sont précipités dans... Vraiment, si j'ose dire, je crois qu'ils se sont laissés aller, que ça répondait à leurs convictions profondes. J'ai l'impression que dans votre mépris pour cette France-là, rentre en ligne de compte le fait que ce soit les Allemands ou les Polonais, ils ne vous ont pas trahi dans la mesure où ils ne vous ont rien promis. Je n'attendais rien d'eux. Alors que la France? C'était mon pays. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père voulait que je sois, ce que mon père voulait que je devienne. J'ai été un petit scout, comme tous les autres scouts. Pardon? Vous êtes né français? Je suis né français.
Et ils n'ont pas eu le temps de m'enlever ma nationalité comme ils l'ont fait à ma mère. Je veux dire par là que quand vous êtes né, votre père était déjà dénaturalisé. Quand je suis né, mon père était ou polonais ou apatride, je ne sais pas. On n'en a jamais parlé. Vous avez fait combien de camps en tout? J'ai fait 8 camps. J'ai fait donc ces camps de travaux forcés pour juifs. J'ai fait un camp disciplinaire. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais bétonneur. Bon, le béton, tout le monde sait ce que c'est. Du ciment, du sable, de la caillasse et de l'eau. Nous étions dans le coin de Silésie où j'étais, de Haute-Silésie, nous étions avec des juifs qui étaient d'origine polonaise, mais qui avaient fui la Pologne à un moment pour se retrouver en Allemagne. Ils ont de nouveau fui l'Allemagne pour se retrouver en Belgique. La France où ils ont été arrêtés et remis aux... Vous voyez, Et... Soyez aimable, reposez-moi la question. Je l'avais posé comment la question? Attends, je l'avais posé comment? Parce que je n'ai pas me tromper dans la formule. Ils nous ont appris comment on fait du mauvais béton. Question de proportion. Je ne me les rappelle pas, puis il y a tellement d'années et tout, mais disons tout bêtement, si vous voulez, que là où il aurait fallu par exemple un sac et demi de ciment, peut-être que nous n'en mettions qu'un sac, je ne sais pas trop. Parce qu'il fallait faire attention, il ne fallait pas qu'on se retrouve avec du supplément ou de ciment ou de sable ou autre chose. Et lorsque ça avait séché, on travaillait à des piles de pont. Les Allemands avaient un projet assez extraordinaire. Ils construisaient l'autoroute de la Victoire, qui devait partir de Berlin pour arriver à Moscou, en passant, je crois, par Katowice et Varsovie, ou par Breslau et Varsovie. Et donc, nous travaillons sur les piles de ces ponts, c'est-à-dire que c'est sur notre travail qu'allait reposer le reste de ce qui allait être fabriqué. Et quand c'était sec, ça demandait un petit bout de temps quand même, le contremaître arrivait avec une espèce de grande barre de métal énorme, et il cognait. Est-ce que c'était le son qu'il enseignait? Est-ce qu'il devait passer à travers? J'en sais trop rien. En tout cas, il était rassuré, ça tenait. Et puis un beau jour, le manque de peau. La barre est passée à travers le béton. Et ils ont découvert que le béton n'était pas tout à fait ce qu'il aurait dû être. Alors, nous avons été virés de ce camp qui s'appelait Kleinmangersdorf, un trou perdu, honnêtement, un trou perdu. Et envoyés donc dans ce camp disciplinaire qui n'est pas sur la liste des camps disciplinaires. Les camps juifs, c'était quelque chose de différent. Ceux qui sont passés avant moi ont dû vous l'expliquer. Nous n'avions pas les mêmes, je ne veux pas dire les mêmes droits, il ne faut pas exagérer, mais nous n'étions pas dans le même état que les non-juifs, si vous voulez. Alors, je suppose que le camp où j'étais était devenu cette espèce de camp disciplinaire parce que le chef du camp était peut-être plus brutal que les autres. En tout cas, nous avons énormément souffert là-bas. Nous avons travaillé dans des conditions totalement abominables. Et puis un beau jour, ils ont sans doute estimé que ça suffisait. On nous a ramenés au camp d'origine. Quelques semaines après, on nous a envoyés en Basse-Silésie, à Ludwigsdorf, qui est une ville, une bourgade très importante, dans laquelle il y avait une usine de munitions qui appartenait à la Dynamit Aktiengesellschaft, dont on m'a dit que c'était que ça avait appartenu pendant ou avant, je ne sais pas, à la Nobel, où j'ai travaillé 18 mois. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une chance parce que j'ai été au chaud dans cet hiver. Et donc j'ai fait mon premier camp, mon premier camp disciplinaire pour cette histoire-là. Bon, je crois que notre chance, ça a été qu'on ne pouvait pas nous accuser de l'avoir fait volontairement. On était collégiens,
On était apprentis, les plus vieux avaient 24 ans, 25 ans. On pouvait supposer que on s'était trompé, on n'avait pas fait comme il fallait. Donc la punition n'a pas été celle qui est arrivée ensuite quand j'ai été au camp de Ludwigsdorf où on travaillait pour la dynamite Aktiengesellschaft. Et on nous a donc ramenés au camp où nous avons repris le travail. J'ai travaillé à des silos pour pouvoir conserver les légumes silésiens qui ne se conservent absolument pas. C'est quelque chose d'atroce et de dégueulasse. Jusqu'au jour, bon, on nous a envoyé, je vous l'ai dit, dans cette usine de munitions où le travail a été... comment vous dire? On faisait les 3-8. Et là où j'ai eu affaire à mes premiers Ukrainiens. Et il y avait parmi eux, quand je suis arrivé à Ludwigsdorf, 1942, j'avais donc 1943, j'avais 17 ans. Il y avait des ouvriers ukrainiens qui avaient notre âge, 17 ans, des brutes, costauds, des brutes. Chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils appelaient le gardien qui était là en disant « Viens voir, viens voir. Le juif, là, il ne travaille pas, il ne faut rien. » Ou « Viens voir. » Il y avait toujours quelque chose à nous mettre sur le dos. Et ils nous frappaient. Et un jour, le directeur de l'usine a fait passer un papier, j'aurais aimé le garder, c'était trop, disant, grosso modo, celui qui n'appartient pas à la garde du camp n'a pas le droit de frapper les juifs. Frapper les juifs, c'est réservé aux gardiens du camp. Vous voyez, je pense que ça a dû se calmer parce qu'ils n'aimaient pas non plus se heurter aux Allemands. Ils avaient quand même pas la belle vie, mais enfin une vie convenable. Ils mangeaient, il y avait des filles, il n'y avait pas de... Ils touchaient de l'argent, donc... On a donc travaillé, on produisait des corps explosifs, et il y avait parmi nous un charcutier, Motek, il était de Benzine ou Sosnowitz. J'ai un camarade de camp qui vit en Israël depuis des années, qui pourrait vous raconter, parce que ce bonhomme, il l'a connu du temps où ils étaient tous les deux libres dans la Pologne d'avant-guerre. Et Motek, qui était un homme d'une intelligence extrême, il aurait pu être un grand chef d'entreprise, a pris en main la production que nous faisions de corps explosifs. Il avait tout dans la tête. Et il était transporteur, c'est-à-dire que son boulot, c'était de prendre les caisses de poudre, les amener aux presses, prendre les corps qui avaient déjà été compressés et vérifiés par les inspectrices pour le mettre à l'abri dans un endroit où l'armée allemande devait venir les chercher un jour ou l'autre. Et au fur et à mesure du temps, il a créé un espace de non-travail. C'est-à-dire qu'il y avait des caisses de poudre qui circulaient sans jamais être ouvertes, sans qu'on utilise la poudre à l'intérieur. Il y avait des caisses de corps explosifs ou incendiaires qui circulaient et qui étaient comptés à chaque fois comme des corps nouveaux. Enfin, vous voyez, il y avait une espèce de... Le gars avait mis vraiment tout ça dans sa tête. Et puis en juillet 1944, enfin, tant de temps après, c'est ça qui est incompréhensible. En juillet 1944, l'armée allemande a eu besoin de matériel. Elle a envoyé des inspecteurs, je les revois encore, ces gars habillés en vert, très élégants, je dois le dire. Vous savez, avec ces espèces de jod pur, ces pantalons de cheval, je les revois comme si... Et puis, ils sont allés vers le dépôt. Et d'un seul coup, il y a eu des hurlements. On nous a fait mettre en rang sur la place principale de l'usine. Comme on faisait les 3-8, ils ont fait venir les deux équipes les deux équipes qui ne travaillaient pas à ce moment-là. Enfin, on nous a rassemblés.
Ça sentait mauvais, à franchement parler, ça sentait mauvais. Et puis le directeur de l'usine, lui, c'était une gueule cassée de la guerre de 14. Il avait un visage très couturé, très balafré et tout. Alors il y avait avec nous des juifs allemands qui disaient non, c'est pas la guerre qu'il a attrapé ça. Il a attrapé ça dans des duels. Moi, personnellement, là-dessus, j'ai pas d'opinion. Et une fois, nous avons tous été rassemblés, tous les juifs, entourés par tous les gardiens. Le directeur de l'usine a pris la parole et il nous a dit, grosso modo, une chose extraordinaire, quand j'y pense, je me dis, c'est pas possible que ça ait été dit. Il nous a dit, vous êtes des salauds. Pendant que nos soldats se font tuer sur le front de l'Est pour vous protéger des bolcheviks, vous sabotez leur travail. Demain, vous serez à Auschwitz, et ça sera bien fait pour vous. Monsieur Assouline, essayez un peu d'imaginer comment faire pénétrer dans nos petites têtes que des soldats allemands se faisaient tuer sur le front de l'Est pour nous protéger des bolcheviks. Comment est-ce que ce bonhomme a pu sortir une chose pareille? Comment est-ce que les soldats, les officiers qui étaient là n'ont pas éclaté de rire devant une chose pareille? Et quand il vous a dit ça, annoncé que vous seriez condamné à Auschwitz, qu'est-ce que le mot évoquait pour vous? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La seule chose que je savais, c'est que ça sentait mauvais. Le reste, je ne savais pas. Un jour de l'hiver, probablement en 43-44, oui, ça pouvait être qu'à ce moment-là, en montant à l'usine, on n'avait pas fière allure, naturellement. Au début, les Allemands, nos gardiens nous faisaient chanter. Bizarre. Des chantons de marche de l'armée allemande, dont on détournait les paroles, d'ailleurs, sous le prétexte qu'on ne comprenait pas l'allemand, on chantait des paroles françaises. Pour certaines, je crois que nous avons ramené ce qu'on avait écouté à des émissions de la BBC. Enfin, bon. Mais enfin, je suppose également que ça a dû paraître un peu indécent aux Allemands du village, pendant que leurs enfants se faisaient tuer sur le front, d'avoir des Juifs qui défilaient en chantant. Mais vous comprenez l'allemand? Je l'ai appris depuis. Là-bas. Ouais. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous expliquerai comment on parlait l'allemand. Et comment l'allemand a été une grande revanche pour un certain nombre d'entre nous. Après. Mais je voudrais terminer cette histoire de camp parce que, oui, donc dans l'hiver 43-44, en montant le camp était en contrôle. Tout le monde pouvait voir ce qui se passait dans le camp, il n'y a pas de problème. Et nous montions sur la route qui nous amenait à l'usine, et comme on n'avait pas fière allure, ça s'est passé pas très loin de moi. Il y a un paysan qui a dû dire, en parlant de nous, oh, je sais pas, peut-être c'est moche qu'il leur arrive, ou quand même, je sais pas, hein, honnêtement, je l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est le deuxième Allemand, celui avec lequel il parlait, il lui a dit, tais-toi, toi aussi tu veux finir à Auschwitz. Et ce jour-là, je me suis dit que Auschwitz, dont on ne nous avait pas parlé, c'était vraiment quelque chose de... Et puis, le lendemain, effectivement, on nous a mis dans les wagons. On est arrivé sur Auschwitz. C'était quand? Juillet 1944. Nous avions un copain de notre âge, on avait 18 ans, qui est mort de peur dans le wagon. Il a le cœur qui a lâché. On est arrivé 500, tout l'effectif du camp. On est arrivé 500 à Birkenau. Nous sommes arrivés, il y avait déjà la rampe, il y avait déjà Birkenau. Les autres, ceux qui étaient arrivés en 42, avaient marché, comme mes parents, avaient marché 2 ou 3 kilomètres de la gare jusqu'au camp. Et le soir, on s'est trouvé, grosso modo, une centaine sur 500. Et une petite centaine. Vous savez, en arrivant à Birkenau, il y avait une chose extraordinaire, c'était l'odeur.
encore aujourd'hui, je dois avoir une imagination un peu folle. Mais il y a des moments, j'ai l'impression que je la sens quand je suis là-bas. C'est l'odeur de la mort? L'odeur de la mort, l'odeur de la crasse, l'odeur de... Vous n'avez pas idée ce que c'était. Moi-même, je ne peux pas le traduire. Et j'ai été... Mais tout ça, je vous le donne parce que je n'ai appris qu'après. J'ai été envoyé dans un déshabilloir au bout du camp. Dans un déshabilloir. Et puis, le médecin SS qui avait fait le contrôle, c'était une petite unité, on ne ferait pas grand intérêt. Il est venu, il a voulu retirer des gens pour travailler. Nous étions dans un déshabilloir. Je l'ai souvent décrit, ce déshabilloir. Et puis, un jour, lorsque je suis allé au musée d'Auschwitz, dans la maquette qu'il y a d'une chambre à gaz, j'ai retrouvé le déshabilloir que j'avais décrit à ma femme. Alors, je voudrais que vous me compreniez, je ne suis pas entré dans la chambre à gaz. Je ne suis pas... C'est pas vrai. J'ai simplement été dans le déshabilloir. Et là, le médecin, donc, SS, qui avait fait l'inspection, est revenu. On a retiré quelques-uns d'entre nous pour les envoyer à destination du camp de travail, au camp de quarantaine. Au camp de quarantaine, je suis resté 3 mois, je n'ai jamais travaillé. C'est un gros avantage. J'avais la nourriture des autres et je ne travaillais pas. L'été, ça aussi c'était un avantage. Et puis, bon, j'ai subi un certain nombre de sélections. On était en sélection permanente. Et je me rappelle la grande sélection du Kippour pour l'année 44. Pour marquer la fête juive, les SS ont décidé de faire quelque chose de costaud. Alors ils sont allés à la baraque 15 ou 11, je ne me souviens plus, je crois que c'est la 15, du camp de quarantaine, le camp A2B, et ils ont fait un choix de gens amenés à la chambre à gaz. Pour la deuxième fois, j'étais le mauvais numéro. Et la sélection s'est passée comme ça pour nous. Le SS venait, je ne sais pas qui c'est. Thiele, Mengele ou un autre, aucune idée. Hein. Munch. Nous ne savions pas qui nous avions affaire. Nous étions les gens qui ne savions vraiment rien. Et il avait avec lui un très grand professeur de médecine hongrois qui était médecin-chef du camp. Je crois qu'il s'appelait Nischli, mais je ne suis pas tout à fait... C'est la même chose, les noms, on les apprenait accidentellement, hein, ça ne faisait pas partie des présentations, si j'ose dire. Et alors, le travail du médecin juif, c'était... Il avait une caisse avec la liste, les fiches de tous les gars internés, et une petite caissette vide. Et le SS envoyait le gars à la mort ou lui laissait encore un petit bout de temps à vivre, et la fiche du gars qui allait à la mort, se retrouvait dans la boîte vide. C'est à peu près tout le travail que j'ai connu de ce chef, de ce patron des médecins juifs du camp. Le premier soir à Birkenau, est-ce que vous vous avez dit, c'est là que mes parents ont été, et peut-être qu'il y a des gens qui ont connu mes parents qui sont là? Non. Mais le premier soir, j'ai su que je ne reverrais pas mes parents. À cause de quoi? Au moment où on a été amené au tatoueur, on leur a tous posé la même question. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, Birkenau, c'est 700 mètres sur près de 2 km, hein, c'est quand même un camp un peu coquet. Qu'est-ce que c'est, ces trucs qu'on voit dans le fond, cette fumée de loin, on la voyait grasse, je ne peux pas vous dire, elle était noire et rouge, enfin, ces choses. Enfin, où sont les copains? Et le tatoueur m'a fait à moi la réponse qu'il a dû faire à des milliers d'autres. Il m'a dit, ils sont en train de passer. Et très rapidement, on m'a dit la vérité sur le camp. Et le soir même, je savais que probablement je ne reverrais pas mes parents. C'est là que vous l'avez su?
Ah oui. Ah oui. Je n'ai jamais eu de doute là-dessus. Je n'ai jamais cherché vraiment à retrouver mes parents vivants. Vous savez, le camp, ça vous donne quand même des antennes. Vous êtes arrivé au même endroit qu'eux 2 ans après? Je ne suis pas arrivé, j'ai abouti au même endroit, mais je ne suis pas arrivé à mon endroit. Moi, je suis arrivé à la rampe, à l'intérieur du camp. Eux sont arrivés sur les quais, à l'extérieur du camp, à la gare d'Auschwitz. Et ils ont fait le reste du chemin à pied. 2 ans après? Oui, puisqu'ils sont arrivés en juillet. Ah ben, je suis arrivé là-bas en juillet aussi. 2 ans après. Votre tatouage, vous l'avez gardé? Oui. Oui, bien sûr. Il ne me gêne pas, moi. Vous pouvez me le montrer? Si vous voulez, vous savez, c'est pas quelque chose de... Est-ce que vous connaissez des amis qui l'ont fait enlever? Oui. Un mari et sa femme. Je vais vous dire tout de suite pourquoi je ne l'ai pas enlevé. Je n'ai pas cherché à l'avoir. On me l'a imposé. Si ça doit gêner quelqu'un, c'est pas moi. C'est les autres. C'est comme ça. J'étais dernièrement à l'étranger, dans un hôtel où il y avait beaucoup d'Allemands. Il faut dire qu'il y a des Allemands tellement... on trouve des Allemands partout, hein, on peut pas les éviter. Et je me suis rendu compte que certains savaient ce que signifiait mon tatouage. Personne ne m'a posé de questions. J'en ai vu qui baissaient les yeux, qui tournaient la tête. Pourquoi voulez-vous que moi, je fasse disparaître cette chose-là? Si à un moment ou à un autre, ça a pu leur faire penser, je ne sais pas, on peut toujours espérer, quand même, on a fait des saloperies pendant cette guerre. Ça valait la peine d'être tatoué. Mais quand on vous a tatoué, qu'est-ce que vous avez ressenti? L'humiliation? La grosse humiliation. Parce que moi, à la campagne, j'avais vu tatouer les animaux, enfin, j'avais vu les animaux tatoués. C'était pas répandu comme maintenant, hein. Étaient tatoués que les animaux, probablement, que les paysans. Les paysans étaient riches dans le coin, les fermiers étaient riches. Ils achetaient probablement des bœufs, enfin des taureaux, qui étaient des bêtes qui leur assuraient la reproduction. Il fallait rentrer dans les frais de l'achat. J'avais vu ça, oui, bien sûr. Mais au camp, quand on vous a mis les aiguilles, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était le signe que vous perdiez votre dignité? Oui. Sacrément. Ah oui. Ah oui, j'ai pas digéré ça. Essayez d'imaginer. Vous vous rendez compte? Comme le taureau du voisin. Et maintenant, je sais, comme le chien des autres. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ce traitement? C'est vraiment si dur que ça d'être juif qu'il faille le marquer de cette façon. Je vous dirais que, je vous dis au début, bon, le point de vue croyant, c'était pas le côté fana chez nous. Mais c'est le genre de choses qui fait que oui, je me suis raccroché à quelque chose dont j'aurais pu être éloigné. Je ne parle pas de la croyance, hein. La croyance, c'est autre chose. N'en parlons pas. On ne peut pas dire qu'elle existe. Mais la dignité de l'homme, oui, elle est là. Comment est-ce qu'on a pu envaser les gens? Ceci dit, du point de vue pratique, les Allemands sont des gens pratiques. Vous connaissez naturellement la signification de notre tatouage, et c'était une carte d'identité. Avec notre tatouage, et ce qui était reporté sur notre veste, les SS savaient d'où nous venions. Mais est-ce que c'était qu'une carte d'identité? Parce que... Total. Oui, mais est-ce que ce n'était que ça? Parce que le fait de vous marquer dans la peau, dans la chair, ça avait une signification supplémentaire. Oui,
une signification comptable. Mais ce n'était pas le cas des autres camps. Écoutez, quand on arrivait là-bas, on n'avait plus de papier, on n'avait plus rien. Il y avait quelque part un scribouillard qui avait écrit Charles Baron, né à Paris, arrivé. Bon, ça, il l'avait marqué, mais en dehors de ça, on n'avait rien, pas de papier, rien à nous. Quand on mourait, qui pouvait savoir qu'on était mort? Mais dans les autres camps, c'était également le cas, et c'est également le cas avec les déportés résistants. Pourtant, nous c'était étions... Auschwitz, uniquement avec les Juifs. Excusez-moi, pour les déportés résistants, c'était tout à fait différent. Parce que il n'y avait pas la chambre à gaz. Lorsqu'un gars était... je suis membre de l'amicale d'Auschwitz, de l'amicale de Dachau aussi. Pour les résistants, par exemple, ils se connaissaient. Il y avait machin chouette Durand et Victor Dupont, et ils se connaissaient, et puis il y avait des liens qui s'étaient créés de par la résistance. Moi, j'arrivais là-bas. J'étais Charles Baron de Paris, d'accord, mais à côté de moi, il y avait Victor Mendelevitch de je ne sais trop quelle petite ville en bas. Nous n'avions rien en commun, sinon le fait d'être juif. Et pour certains, même pas le fait d'être circoncis. Vous voyez que... Donc, ce numéro, quand l'un de nous mourait, ou quand il allait à la chambre à gaz, on relevait votre numéro, et le scribouillard apportait une liste à l'Institut de statistique SS. On savait que le numéro 202 414 était mort ce jour-là, d'une manière ou d'une autre. Alors, on allait chercher sa fiche. On avait son nom, son origine, on avait tout. On le notait. Après, ce qui devenait du bonhomme, ça n'avait plus d'importance. Or, quand un SS nous rencontrait, le numéro était déjà, il savait qu'on était arrivé, pour moi, en juillet 1944. Tous les Juifs étaient tatoués à Auschwitz-Birkenau. La plupart. Et aussi des non-juifs. Sauf ceux qui allaient être gazés directement. Et aussi des non-juifs. Oui, pour le tatouage, oui. Pas pour la sélection. La sélection, c'était une exclusivité juive. Vous êtes resté à Birkenau jusqu'en janvier 1945 ? Pardon? Vous êtes resté à Birkenau jusqu'en janvier 1945 ? Non, du tout. Je suis resté à Birkenau jusqu'en octobre 1944. J'ai fait 2 tentatives pour quitter le camp. Des tentatives légales. Je ne pouvais pas m'évader, soyons sérieux. Je ne parlais pas le polonais, je parlais très peu l'allemand. Et j'avais aucune liaison, j'avais rien. Avec mon tatouage, mon crâne rasé, et le peu de kilos que je faisais, j'étais repérable de loin. Non, de ce côté-là, il n'y avait pas de... Alors, quelle tentative vous avez faite ? Quelle tentative ? Rien. On a cherché, par exemple, des électriciens. Sous le prétexte que je savais faire une jonction électrique, que je savais utiliser, je me suis inscrit. C'était, je l'ai appris le lendemain ou le surlendemain, on cherchait des petits pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du nez des avions à réaction pour faire les connexions électriques. Je me suis inscrit. Et n'importe quoi pour foutre le camp. Et puis, il y a un gars qui sortait de... J'étais dans la file, à garder à la fois... Non, pas par des SS, gardé uniquement par des détenus. Et puis en sortant, j'étais à pas très loin de l'entrée de la tente où nous étions reçus. Il y a un gars qui nous a dit en passant à toute vitesse, faites gaffe, il y a des spécialistes qui interrogent. C'était barré pour moi, c'était barré pour d'autres. Le spécialiste se serait rendu compte tout de suite que nous n'étions pas l'homme de la situation,
Et nous avions la chambre à gaz qui nous aurait certainement attendu. Il y en a qui n'ont pas pu se dégager. Moi, j'ai eu le coup de peau, je ne sais pas comment. J'ai dû profiter d'un moment de pagaille. Et puis, au lieu de continuer mon chemin tout droit, j'ai suivi la file des gars qui ressortaient. Et j'ai rejoint ma baraque. Vous voyez, ça tenait pas à grand-chose. Et une autre fois, il y a eu quelque chose de ce genre-là aussi. Mais vous ne saviez pas ce qui était bon pour vous. Le gars qui peut vous dire, oui, j'ai su que c'est pas vrai. J'y crois pas à ça. On n'était pas maître de notre destin. Et puis, donc, je n'ai pas été électricien, je n'ai pas été autre chose, et je ne me souviens pas ce que c'est. Et un jour d'octobre, on nous a emmenés tout à fait dans le fond, derrière le camp des Tziganes. Nous avons vu arriver là des gens qui arrivaient de ghettos tchèques, qui nous ont paru, excusez-moi du mot, normaux, pardon. Ils avaient des manteaux. Je me souviens d'un, il avait un manteau avec un col en velours, comme ça se faisait avant-guerre. Ils avaient des chapeaux, alors que nous avions le béret que vous connaissez, le pyjama rayé. Et le lendemain, on nous a embarqués dans des trains et nous avons quitté la Silésie pour la Bavière, où nous avons travaillé sur un travail de dingue. Les SS avaient décidé de faire des usines dans lesquelles ils fabriquaient des armes secrètes, les avions à réaction, les fusées, enfin tout ce truc-là. C'était des monstruosités de 400 mètres de long, sur je crois 30 ou 50 mètres de haut, et à partir du sol, 30 ou 50 mètres dans le sol, je peux pas... Il y a quelque part des plans, je dois en avoir un, mais... Et le toit, au lieu d'être un toit en pente et tout, le toit était arrondi comme ça, de façon à ce que si les avions alliés bombardent, les bombes roulaient et allaient éclater ailleurs. Et l'épaisseur du toit, donc, était prévue d'être pour 6 mètres, de façon à ce que des trains normaux puissent circuler à l'intérieur. Bon, naturellement, ça n'a jamais pu être terminé. Entre nous, il fallait avoir le temps. Puis le ciment, ça doit sécher. Et puis, il fallait attendre le matériel. Or, c'était une époque où, par exemple, et ça fait partie du délire des SS, c'était l'époque où les trains de juifs amenés à la mort avaient priorité sur les trains de matériel destinés à l'armée. C'est délirant, mais c'était comme ça. Il y a des fois, quand je veux me consoler, je dis, ça aussi vous pouvez le couper, mais je l'ai... Ah si, parce que c'est vraiment... C'est une vengeance de... Je dis, mais après tout, s'ils ont perdu la guerre, c'est probablement grâce à moi. Puisque mes convois avaient priorité sur les convois de munitions. Quelque part, je suis passé pendant que les autres attendaient des armes pour se battre. Je ne peux pas dire que ça soit totalement faux. Dans l'esprit, je vois les choses comme ça. Et donc, j'ai travaillé là-bas dans des conditions abominables, abominables, abominables. Si pendant 3 mois, à Birkenau, en dehors des sélections, en dehors de tout ça, j'ai mené la vie que je vous ai dite, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé, j'étais au chaud, j'avais la nourriture de camp, bon d'accord, c'est pas extra, mais enfin, c'était quelque chose. Autant là, nous l'avons payé très cher. Pensez donc que dans cet endroit qui s'appelait Landsberg, Hitler a été en prison après l'échec du putsch à Landsberg-am-Lech. C'était donc que dans cet endroit, nous sommes arrivés grosso modo, je crois, 28 000 juifs arrivant d'Auschwitz-Birkenau ou de la démolition du ghetto de Varsovie, et que 15 000 sont morts avant la libération, sans chambre à gaz. D'épuisement.
d'épuisement, de peur. On meurt de peur, monsieur. On meurt. De faim, naturellement. Et puis un beau jour, j'ai des photos de ça prises par les Américains. Un beau jour, les troupes américaines se rapprochaient. Ils ont donc décidé de nous emmener plus loin pour recommencer à faire des usines dans lesquelles ils referaient des armes de vengeance. Les contremaîtres nous avaient raconté que une fois que l'usine serait terminée, ils feraient leurs armes, les V1, V2, V3, V14, est-ce que je sais, et qu'ils reconquéreraient les terres qui avaient été envahies par les Russes et les Américains, qu'ensuite ils iraient conquérir l'Angleterre, vous voyez le délire, et qu'une fois qu'ils auraient conquis l'Angleterre, ils feraient un marché avec les Américains pour envahir la Russie. Ça n'a pas pu se faire. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup d'enthousiasme de la part des Américains si ça leur avait été proposé. En tout cas, il n'y avait pas le temps de le faire. Et on nous a envoyés, on ne nous a pas dit où on nous a envoyés. La seule chose que je sais, parce qu'il y a des traces de déclarations, c'est qu'on nous a mis dans des trains. Le train dans lequel j'étais était composé en partie de minéraliers et des wagons sans toit, ce qui m'a sauvé la vie. Et le train, à un moment, s'est trouvé bloqué le long d'une forêt. Entre nous et la forêt, il y avait une voie ferrée sur laquelle un train est arrivé dans la nuit. On n'a pas su qui était à l'intérieur, on n'a rien su. Le lendemain matin, le train était parti. Ce n'est que bien longtemps après que nous avons appris que c'était un train de munitions et qu'il était placé de façon à ce que si les avions américains nous attaquent, nous soyons, nous, un obstacle à ce que les obus aillent plus loin pour toucher les wagons de munitions. Je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs, ce train-là. Et puis, on a profité, le train était immobilisé. Ah oui, ce que je voudrais vous dire, parce que c'est important. Nous étions 32 000 prisonniers à Dachau, non-juifs et juifs. Il avait été décidé, il a des papiers pour ça, il avait donc été décidé que, suivant les instructions de Himmler, j'ai la copie du télégramme dans lequel il déclare au commandant du camp de, je crois, Sachsenhausen et de Dachau, qu'il n'est pas question de se rendre, qu'à aucun moment les Alliés ne doivent pouvoir libérer les détenus en leur possession. Ça dit bien ce qu'ils voulaient faire. Et ils ont décidé de nous ramener tous sur la place d'appel de Dachau et de nous donner une soupe empoisonnée. C'était la fin de la guerre. Il n'y avait pas suffisamment de poison. Alors, ils ont envisagé de nous abattre à l'arme à feu. Pour les mêmes raisons, il n'y avait pas assez de balles. On ne tue pas un homme avec une balle. Il fallait bien plus que 32 000 balles pour tuer tous ces gens-là. Ils auraient demandé à l'aviation de bombarder ces hommes rassemblés sur la place d'appel du camp. Et là, il y a deux versions. Il y a la version de l'aviation qui répond vertueusement. Quand on nous a dit ça, on n'a dit pas question. On est là pour faire la guerre à des soldats, on n'est pas là pour bombarder un camp de concentration. Et la version de l'armée de terre qui dit, quand nous avons appris ce qui se préparait, nous avons dit aux aviateurs, je ne veux pas aux imbéciles, les Américains seront là dans une semaine, ça risque de vous coûter cher. Je ne garantis aucune des deux versions. Tout ça, vous l'avez appris après? Tout ça, je l'ai appris en lisant des papiers, en faisant des recherches. Mais l'empoisonnement, vous n'en avez pas eu vent au moment où... On ne lui disait rien. C'était normal. Même pas une rumeur. Même pas de rumeur. Quand vous l'avez appris plus tard, vous vous êtes dit quoi? C'est l'acharnement dans la folie? C'est
Le Alors, maximum de la haine, c'est quoi? j'ai dit qu'ils étaient fous. Ils étaient fous. C'était de la haine à l'état pur. Mais ils ne voulaient pas laisser de témoins de leurs crimes, ou bien ils voulaient vraiment vous faire disparaître? Non, ils voulaient nous faire disparaître, pas parce qu'on était témoins. Ils n'en étaient plus à ça près. Mais nous faire disparaître, oui. Vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de notre entretien, mais nous avons vécu dans une société du mépris. Si on a pu faire ça aux Juifs, si on a pu faire ça aux Ukrainiens, malgré tout, ils ont souffert dans certains cas, aux Polonais ou à d'autres, c'est bien parce que les nazis considéraient que les Allemands, c'était quelque chose d'autre que les autres. Il y avait le mépris total. En tout cas, ça n'a donc pas pu se faire. Nous avons profité, un copain de déportation et moi-même, d'une attaque américaine pour aider un gars à passer par-dessus la rambarde du minéralier, sans vouloir écouter les SS qui lui disaient de remonter dans le wagon, et les capots qui faisaient de même, parce que les capots étaient devenus fous aussi. Ils avaient peur, ils avaient perdu tout leur pouvoir. Il a fait basculer la barre qui fermait le wagon, les portes se sont ouvertes, ceux qui étaient au premier rang sont tombés sur la voie. Les autres, comme moi, quand ils sont passés par-dessus, très certainement, on est tombé sur les gars qui étaient avant nous. Et puis on a commencé à cavaler. Les SS nous gueulaient de rester sur place, les capots nous disaient de remonter dans les wagons, et nous on cavalait. On était quand même quelques-uns, pas développés, mais quelques-uns. Et puis, avec mon copain, on a cavalé, jusqu'au moment où on est arrivé dans une forêt. On a profité on avait des plaies aux pieds, de laver les pieds avec l'eau de la forêt. Mon copain, qui était donc médecin, avait réussi à obtenir des médecins du camp une pommade quelconque, je ne sais pas laquelle, et après nous être lavé les plaies, il les a enduites avec cette pommade. Et puis, il s'est allongé et il s'est endormi. Et moi, je me suis allongé à côté de lui et j'ai pas pu m'endormir. Et depuis ce temps-là, je dors très peu. Et à quelques mètres de nous, pas beaucoup, il y a des SS qui avaient poursuivi. Sur des kilomètres, ils avaient été... mais ils n'avaient pas de chien, notre chance. Et ils nous gueulaient, sortez, sinon je vais vous abattre. Vous n'êtes pas obligé de me croire, j'ai eu la tentation de me rendre. Il y a un moment, on n'en peut plus. J'avais quand même 18 ans et 8 mois, j'étais quand même pas un homme aguerri. Et puis j'ai vu mon copain qui dormait. Et c'est un principe du camp. C'était chacun est propriétaire de sa peau. On n'a pas à agir pour lui. Et je me suis dit, si moi je me rends, lui soit repris. Or, nous n'en avons pas parlé, apparemment. Et sûrement, il n'a pas l'intention de... Alors, j'ai pas bougé. Et les SS qui tournaient, bon, découragés de ne pas récupérer les gens, sont revenus vers le wagon. On a continué à marcher. On est arrivé dans un petit village qui s'appelait Pessenacker, toujours sur la Lèche. Et puis on avait faim, on avait tout, c'était... je sais pas vous dire comment c'était, mais en tout cas c'était. Et puis, j'ai dit à mon copain, écoute, on va aller voir le curé. Si il nous aide pas, au moins il ne nous dénoncera pas. C'est pas son rôle de curé. On a vu un gosse le long de la route. Il y avait déjà des tas de militaires allemands qui circulaient. Il y en a même qui nous avaient vu passer et qui avaient dit entre eux, et ça on l'avait entendu, mon docteur Sodel, mon copain, parlait parfaitement l'allemand. Tiens, on les libère déjà des camps. Vous voyez, un monde, je veux dire. Et
On a demandé à un gosse, donc, où est-ce que le presbytère. Il nous a montré, il y avait quelques marches à monter. On a eu beau cogner, les portes ne se sont pas ouvertes. Il avait une sacrée pétoche, il n'a pas osé ouvrir. Et on est redescendu, ces marches, et on a vu en bas 3 hommes en civil et un homme en kaki. On s'est dit, c'est foutu. On a fait le... Et un des hommes en civil nous a dit, bon, écoutez, les Américains seront là demain. Il était optimiste. On va vous cacher en attendant qu'ils arrivent. Et à ce moment-là, le gars en kaki, en truc d'uniforme, il a mis les mains dans sa veste. Et avec mon copain, on a dit, c'est foutu. Connaissant les SS et tout ce qui se passait, y compris la Wehrmacht qui a tué avec beaucoup d'entrain, on a pensé qu'ils allaient nous abattre. Et puis, il a sorti ses mains de ce blouson avec, dans chaque main, un morceau de lard qu'il nous a donné pour manger. Et un des fermiers nous a emmenés dans la paille, au-dessus de l'endroit où il avait ses bestiaux. Il nous a apporté du pain blanc, du lait. Et la guerre a commencé à être finie pour nous. Nous avons eu 3 jours difficiles. Et puis, les Américains sont arrivés. Est-ce que dans un des 8 camps que vous avez traversés, où vous avez vécu, il y en a eu un où vous avez voulu en finir? Jamais. À part cette faiblesse de se rendre qui est tout à fait différente, jamais. En finir volontairement? Non. Hors de question. Ne serait-ce que parce que, vous le savez, beaucoup de déportés ont dû vous le dire, quand un de nous mourait, il disait aux autres, si tu t'en sors, raconte ce qui s'est passé. Et moi, je voulais raconter. Pour rien au monde, je me serais privé de cette possibilité, pour rien au monde. Et je suis fier d'avoir tenu le coup. Ceci posé, quand vous faites le tour des gars de mon âge qui sont venus du camp, vous ne trouvez pas beaucoup de gars qui se soient suicidés. Vous ne trouvez même pas de voyous. Alors que nous avons vécu dans un monde de délinquance étatisée. Moi, je n'ai pas un copain qui soit devenu un voyou. On avait notre code d'honneur à nous. Et il est toujours bon. On fait un bloc parce que lorsque nous sommes revenus, on nous a quand même pas mal laissé tomber. Vous êtes rentré par le Lutetia? Du tout. Après ma libération, nous avons voulu rentrer avec des prisonniers de guerre qui avaient piqué un camion. Et les Américains qui occupaient la région ne voulaient absolument pas laisser passer des gens parce qu'ils avaient besoin de monter des troupes, des munitions, enfin... La guerre était peut-être arrêtée, mais en tout cas, il y avait encore de temps en temps des soldats qui... Alors, on a été coincés là. On a fait une tentative pour partir vers la France, donc avec ce camion. Il y avait avec nous des prisonniers de guerre, c'était plus prudent. Ils étaient costauds, Et puis il y en a un, dans la ferme où il travaillait, il était devenu le patron. L'homme avait été tué quelque part, je ne sais trop où. Et lui, il était devenu le patron de la ferme. C'est lui qui dirigeait les travaux. C'est lui qui couchait avec la maîtresse de maison. Enfin, il avait une situation que il n'avait certainement pas en France. Et à un barrage américain, disons, je ne sais pas, une quinzaine de kilomètres de notre endroit de départ, il n'a pas pu tenir. Il est descendu du camion, il a descendu la moto, et il était allé rejoindre la femme et la ferme. Et moi, je suis resté là-bas. J'avais... Je sais pas comment vous dire ça. Après ma libération par les Américains, je voulais aller me battre avec eux. Je faisais quand même 29 kilos pour 1m60. C'est pas trop épais. Quand on sait ce que pèse
un fusil d'assaut et ses munitions, il m'aurait fallu avoir 2 ou 3 servants pour trimballer le matériel avec moi. Et je crois que ça a bien fait rigoler les Américains. Aujourd'hui encore, je les vois. J'ai retrouvé ces gars-là qui ont fait partie. Et ça fait partie de leurs bons souvenirs. Cette espèce de squelette ambulant qui voulait absolument partir se battre naturellement. Je n'ai pas pu. Et je suis rentré à l'hôpital militaire américain comme malade. Un bout de temps après, est-ce que je sais qu'un jour, 3, je ne sais pas, Delade de Tassigny avait décidé de rassembler tous les Français sortis de Dachau, de les rassembler dans un hôpital dans l'île de Mainau, au bord du lac de Constance. Et c'est comme ça que des officiers français sont venus faire le tour des hôpitaux américains pour récupérer ceux dont ils pourraient s'occuper. Je suis donc arrivé à l'hôpital de Mainau. Le jour où je suis arrivé là-bas, nous sommes arrivés un certain nombre amenés par les ambulances. Et dans la nuit, on venait de partout. L'hôpital n'était pas encore installé, il a été installé par la suite. On couchait sur des brancards dans tous les sens et tout. Et dans la nuit, il est arrivé un autre groupe de Français. Et il y en a un qui a gémi toute la nuit, il a gémi. Mais pourquoi on m'a fait ça, moi? J'étais pourtant pas juif. Il était pourtant pas juif et pourtant le lui avait fait à lui. Le matin, il avait disparu. Je n'ai jamais su qui c'était, je n'ai jamais su. Mais pour mon retour en terre française, j'ai été gâté. Je suis resté 4 mois à l'hôpital militaire, où ils ont essayé de me mettre sur pied. Et je suis rentré à Paris, 3 ans jour pour jour après ma déportation. Oui. Delattre avait fait organiser par ses services un espèce d'organisme de recherche, c'est-à-dire qu'on avait rempli des dossiers et à Paris, des infirmières, à Paris, en France, des infirmières ou des femmes de l'armée étaient parties à la recherche de ce qu'on pouvait avoir comme survivants. Je savais que mon grand-père et ma grand-mère vivaient toujours dans leur petit trou à la campagne, qui n'avaient pas été touchés. Je savais que mon oncle avait réussi à passer à travers, enfin, mon oncle et sa femme, c'est-à-dire la sœur de ma mère et son beau-frère, étaient passés au travers avec leurs 2 filles. Pas de nouvelles de mes parents. Après ce que j'avais vécu, fallait quand même pas que je joue les innocents. Et est-ce que c'est là que vous vous êtes félicité d'avoir été finalement enfant unique? Beaucoup plus tard. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi à la chose. Non, c'est beaucoup plus tard. À force de m'entendre poser la question. À partir de quand vous avez commencé à raconter? Tout de suite. À quoi ça sert d'avoir la bouche ouverte quand les oreilles sont fermées? On ne nous a pas écoutés. On n'a pas voulu nous écouter. On nous a laissés seuls. Je ne peux pas dire que l'accueil ait été enthousiaste. D'abord, il y a une chose. La guerre était terminée pour pas tellement longtemps pour beaucoup d'entre eux. Et les gens voulaient oublier, certainement. Il y a des gens qui voulaient recommencer une vie normale, travailler, se retrouver en famille. Et puis, je crois que chez les non-juifs, il y avait un problème, leur problème. Un jour, quelqu'un a écrit, en parlant de cette époque, il y a ceux qui ont vu, ceux qui ont su et ceux qui ont lu. Ce qui nous est arrivé, ne me dites pas que les flics, que les gars de la RATP, enfin de la SCCRP,
ou les gars des chemins de fer l'ont pas vu. Ils l'ont vu. Ne dites pas qu'on n'en a pas parlé. Pas mal l'ont su. Et puis après, il y a eu des déclarations, il y a eu des articles. Les gens ont lu, comme ils disent maintenant. Et on se retrouvait dans cette position, courage. C'est mon opinion, elle n'engage que moi. Ceux qui avaient vu, ils se sentaient mal à l'aise. Parfois, ils avaient aidé à ce qui s'est passé. Comme ceux qui ont pillé le petit logement de mes parents. Il y a ceux qui avaient su et qui se sont tus. Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, d'abord, c'était pas eux les victimes, qu'est-ce qu'ils en avaient affiche. Ils étaient bien contents d'être à l'abri. Une fois la guerre terminée, ces gens-là étaient gênés. J'ai participé. J'ai vu et je me suis tu. Et ils n'auraient pas parlé. Et puis est venue la génération de leurs enfants. Ça concernait papa et grand-père. C'est pas très agréable. De se dire, papa, il a vu ça, il a rien fait. Ou grand-père a donné un coup de main. Je suis pas persuadé que les petits-fils de flics, ils aient été très copains avec leur grand-père. Aujourd'hui, en 2004, quand vous voyez des policiers français, est-ce que votre sentiment est le même qu'en 1946, par exemple? Obligatoirement non. De même qu'avec les Allemands. À eux, ces flics français, quoi qu'on puisse leur reprocher aujourd'hui, je ne peux pas leur mettre sur le dos ce qui s'est passé pendant l'occupation. Mais ceux de l'occupation sont morts. Monsieur Assouline, j'ai 78 ans. Ces flics avaient 25, 26 ans. Les plus jeunes. Ajoutez cette différence d'âge à mon âge aujourd'hui, 86 ans, 87 ans. Mais vous ne pardonnez pas? Certainement pas. Je ne pardonne pas cette lâcheté. Vous savez, au camp, j'ai vu des salauds, et des rudes salauds. Mais j'ai vu des types formidables. Et quel type formidable. Mais ces flics, qu'est-ce que c'était? Des minables? Rien. Lali de la Terre a dit Kessler en parlant d'autres gens qui valaient autrement. Il y a une photo qui me poursuit, vous la connaissez comme moi. C'est l'histoire des flics, lors d'une préparation d'une rafle, un flic français qui a son bras quasiment autour du cou d'un soldat allemand pendant qu'ils sont en train d'établir les listes. Elle a fait la couverture d'un bouquin, je crois, de Klarsfeld ou un truc comme ça. Ça, je ne peux pas le pardonner. Ça, je ne veux pas le pardonner. Et même si vous pensez que c'est une chose à ne pas faire, je crois que je l'ai transmis à mes petits-enfants. J'ai voulu leur dire que on peut rester un homme, même dans des situations difficiles. Et ça, je le crois profondément. J'essaye de faire d'eux des gens. Des gens, j'ose même pas dire des gens bien. Je dirais des gens comme les gens devraient être. C'est peut-être un peu, comment dirais-je, un peu moralisateur. Mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé un petit peu en micro. Et ce qui en sortait, c'était que ce que vous leur aviez transmis à vos enfants et petits-enfants, c'était aussi peut-être l'inquiétude. Je leur ai transmis. Je ne sais pas. Je vais revenir au mot moralisateur. J'en vois pas d'autre. Je suis désolé parce que
Ça fait un peu petit vieux qui va dans les écoles pour raconter des histoires. C'est pas du tout ce que je veux dire par là. Je veux dire que, d'abord, s'ils se raccrochent à des valeurs, si les jeunes d'aujourd'hui pouvaient se raccrocher à des valeurs, on risquerait moins de voir le retour de certaines choses. Vous savez, il y a trois... Je suis pas un téléphage. Hein. Moi, la télévision, oui, je regarde quand un vieux film américain en noir et blanc. Ça me branche. Pour le reste, j'ai du mal à regarder. Je la trouve encore plus débile que moi. Ça m'embête. Mais il y avait l'autre soir, dimanche soir, je crois. Je suis tombé dessus et j'ai été fasciné par les images. Je suis resté à regarder l'émission avec Fogiel, dans laquelle a été présentée la nouvelle station de télévision arabe qui émet au-dessus de la France. Quand j'ai vu les images que j'ai vues, quand j'ai vu, permettez-moi le mot, la gueule de faucheton du représentant de cette télévision, quand j'ai vu la tête du prêtre qui dit mais non, ils sont pas antisémites, sinon... Alors qu'est-ce qu'il lui faut de plus que ce qui nous a été présenté? J'aimerais que mes enfants, connaissent un peu un autre monde. Quand je vous dis que j'étais moralisateur, m'en veuillez pas, mais j'ai été scout aussi, alors tout ça, ça se mélange. Et... Non, je voudrais qu'ils soient des hommes et des femmes selon mon cœur. Voilà. Comme mes parents essayaient de faire de moi. Bon, ils n'auront pas eu la possibilité de voir. Ils n'auront pas eu... Je ne dis pas d'ailleurs que j'aurais été parfait. Ça m'aurait embêté. Quand on est parfait, ça ne peut pas être tellement joyeux. Mais j'aurais tout au moins essayé de combattre ce qui m'a tellement fait souffrir. Vous parlez encore l'allemand ou pas? L'allemand? Oui, je peux vous raconter au camp. Vous savez, quand vous êtes dans un camp, faites un petit tour des Français, des Flamands, quelques Luxembourgeois, des Allemands, des Polonais, des Ukrainiens, des Russes, des Lituaniens, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut se parler quand c'est comme ça? Comment est-ce que je peux m'exprimer avec un Lituanien ou avec un Grec, fût-il juif? Pas le moyen de communication. Alors on s'était forgé un Allemand, le Lagerdeutsch, l'allemand du camp. Et bon, c'était rudimentaire, hein, un sujet, un verbe à l'infinitif, les mots arrivant en complément sans vraiment être... mais on se comprenait, on parlait comme ça. C'était vraiment un allemand assez moche. En probablement mars ou avril 45, j'ai eu affaire à des SS qui nous gardaient. Vous n'êtes pas obligé de me croire, monsieur, mais je vous dis que c'est vrai. Pour nous parler à la fin, et certains, pas tous, pas, disons quelques-uns, au lieu de nous parler en allemand, nous parlaient dans notre Lagerdeutsch, à nous. Je veux dire par là que s'il peut y avoir une satisfaction, c'était qu'ils étaient en train de démolir toute leur civilisation, parce qu'ils avaient essayé de nous démolir, nous. C'est pas nous qui leur avions imposé de parler ce Lagerdeutsch. C'est d'eux-mêmes qui l'avaient fait pour se faire comprendre. C'est d'eux-mêmes qui avaient esquinté cette langue. Je trouve que c'est une jolie histoire. Il y a là un retournement de situation qu'on n'avait pas cherché, mais qui s'est fait de lui-même. Ouais, il n'y avait pas d'autre moyen de s'entendre, et il était là. J'ai appris l'allemand depuis, comme j'ai appris l'anglais depuis.
c'est très primaire, c'est très rudimentaire. Ça me permet de faire les mots croisés, c'est toujours ça de fait dans la vie. Hein. Ça me permet aussi de lire pas mal de choses. Ne me demandez pas de l'écrire comme il faut. Ça, ne me demandez pas trop quand même. Mais néanmoins, en anglais, oui. J'ai pu faire des interventions aux États-Unis, j'ai pu, si vous voulez, le manque que j'ai eu à avoir été au camp, cette éducation que j'aurais tellement voulu avoir, j'ai essayé de le rattraper comme j'ai pu. Peut-être plutôt mal que bien, en tout cas, j'en suis pas malheureux. N'empêche que j'ai tenu à ce que mes petits-enfants, c'était pas moi le père, il y avait quand même des parents, mais que mes petits-enfants continuent dans ce domaine, qu'ils ne se trouvent pas dépourvus comme je l'ai été moi. Je crois qu'ils y arriveront. C'est-à-dire qu'ils fassent des études? Oui, 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 ça m'a manqué. Aujourd'hui encore, monsieur. Ça me manque, vous n'avez pas idée. S'il n'y avait pas eu la guerre, vous auriez fait quelles études? Pour quel métier? Bon, je voulais être ingénieur en aéronautique. À l'époque, c'était beaucoup moins compliqué que maintenant. Hein. Beaucoup, beaucoup moins. C'était mon... Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas grand choix. J'avais quand même que 13 ans. 14 ans à la défaite. Qu'est-ce qu'un garçon de 14 ans qui lit Pierrot ou de ce genre-là a envie de faire? Il a envie d'être journaliste comme il le voit sur les illustrés. Ça lui paraît la vie formidable. On a tous une autre période où on voulait devenir journaliste. Et puis il y a eu la période réaliste. Il fallait quand même faire autre chose. Et moi, je me suis tourné vers le métier d'ingénieur. Et puis, ça s'est pas fait. Il a fallu manger. Vos enfants et vos petits-enfants, vous les avez emmenés à Birkenau? Sauf la dernière, oui. Oui. Oui, parce que c'est ma femme qui l'a décidé. À quel âge? À 16 ans et 2 mois. Comme vous. Comme moi. Et à cause de moi. Exprès. Et j'ai encore amené ma dernière petite fille, Charlotte, parce que on a le droit d'avoir un rêve de temps en temps. Je me suis dit, si je suis encore vivant dans 2 ans, j'assemblerai ma tribu et nous irons ensemble à Birkenau. Ça sera ma revanche à moi d'aller là-bas. Et je dis toujours, quand j'emmène mes enfants, non seulement d'aller à Birkenau, mais d'avoir le billet de retour en poche. Alors, j'ai décidé que je ferais ça. Ma petite fille, Charlotte, l'a appris. Et elle m'a dit, les autres, ses cousins et son frère, les autres, ils ont été tout seuls avec toi. Alors moi, je vais aller tout seul avec toi. Et je lui ai dit, tu as raison. Tu viendras toute seule avec moi. Nous serons tous les deux, comme j'ai été avec ton frère, comme j'ai été avec tes cousins, parce que j'aurais besoin que tu sois là ce jour-là. L'avenir dira si je peux réaliser ce rêve. Je ne voudrais pas que ce serait fantastique d'aller là-bas avec mes enfants et mes petits-enfants. J'aurais l'impression de me présenter devant mes gardiens à Birkenau et de leur dire « Vous n'êtes plus que de la poussière, vous n'êtes plus rien, et moi je suis encore là. Et moi j'ai des enfants et des petits-enfants. Et ils sont mon avenir. Et eux pourront parler de leur grand-père. Et eux peut-être pourront-ils parler de mon grand-père. » C'est un rêve, hein. C'est même pas... Je sais pas si j'arriverai jusqu'au moment de le faire. Mais si je peux le faire, croyez-moi. Ce sera probablement la dernière chose que je ferai dans cette vie. Mais ça, je le ferai. Ça sera ma revanche. Ça sera mon hommage à mes parents.
auxquels je ne peux jamais rendre hommage autrement qu'en parole. En allant avec eux, avec leurs arrière-petits-enfants, tous, je crois que j'aurais fait ce qu'il faut. Après, pour moi, ça sera terminé. Il n'y aura plus grand-chose. J'aurai 80 ans passés, faut pas quand même se faire trop d'illusions. La vie que j'ai menée ne permet pas d'espérer devenir centenaire. Et je ne tiens pas d'ailleurs à espérer devenir centenaire, je ne trouve pas que ça soit une solution. Mais oui, si je pouvais faire ça. Je ne sais pas comment vous dire. Mais je crois que si je fais ça, je me libérerai de beaucoup de choses. Exactement quoi? Je ne sais pas, mais je sens que j'en ai besoin. C'est peut-être simplet, c'est peut-être bête, c'est peut-être ce que vous voulez. Mais quand même, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose. Ceci dit, dans ma vie, j'ai dit à mes petits-enfants, à mes filles, que si aujourd'hui je suis là, je m'en remercie quand même. Parce qu'il m'est arrivé de prendre mon destin entre mes petites mains, sans savoir en fin de compte si j'aboutirais à quelque chose. Mais au moment, avec mon copain, on a décidé de ficher le camp du wagon. Croyez-moi, il fallait le faire. Il fallait avoir le courage de le faire. L'idée de se rendre, il fallait y penser. Et l'idée d'y remonter, c'est encore autre chose. Quand j'étais dans la paille, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des bottes de paille, il y avait une fourche pour manier les bottes de paille. Et dans l'étable en dessous de nous, il y a des soldats allemands qui sont arrivés pour se reposer. J'ai toujours dit que je crois que c'était des SS, c'est possible, je ne vous garantirai pas maintenant. Mais avec Fred Sedel, mon copain d'évasion, on a pris la fourche à côté de nous. Et on s'est dit, s'ils nous prennent, on est foutus. C'était garanti. Alors, s'il y en a un qui passe sa tête à travers l'ouverture du grenier pour chercher de la paille et qu'il nous voit, au lieu de mourir à 2, on mourra à 3. On lui passera la fourche à travers la... C'est romantique, vous ne trouvez pas? Un peu con. Mais on l'aurait fait, sans problème. Et aujourd'hui encore, je suis content de ne pas avoir eu à le faire, mais je vous donne ma parole que je l'aurais fait sans hésitation, avec un regret. Je ne suis pas fait pour donner la mort. J'aurais jamais pu être un bon soldat. Soldat, oui, mais un bon soldat, non. Et l'oncle de ma femme, qui était aux forces françaises libres, n'a jamais voulu parler de cette période de la guerre, parce qu'il n'était pas non plus pour faire la guerre. Il l'a faite, et apparemment il l'a faite pas trop mal, puisqu'il est arrivé à Paris le 24 août, avec la colonne drone. Mais en attendant, j'ai dû me battre avec lui pour qu'il me raconte quelques épisodes de cette vie. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour ça. Moi non plus. Ouais. Je sais pas. Vous savez, en vérité, il a fait un bout de temps qu'on est ensemble, tous. Si vous saviez tout ce que je pourrais encore vous raconter, toutes ces choses inhumaines que j'ai faites, qu'on m'avait fait, tout ce monde à l'envers que j'ai connu. Je ne peux pas pardonner non plus pour ces saloperies aux gars qui ont donné un coup de main. On parlait tout à l'heure des flics ou des gens comme ça. Je ne peux pas leur pardonner. Et je vais peut-être vous faire sursauter. Je pourrais non pas pardonner, mais je pourrais comprendre éventuellement un capot.
quand on a peur, comme on peut avoir dans ces circonstances, quand on a faim, on n'est plus un homme normal. Et bon, je ne sais pas si j'ai été un homme normal ou non. En tout cas, la seule chose que je me dis, on se console comme on peut, je ne me suis pas sali les mains. En tout cas, ça, je le sais. C'est peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être pas suffisant. Je sais pas. Mais c'était facile, même ça, de le faire. Quelqu'un dit un jour, en parlant de cette période, faire, c'était difficile, mais ne rien faire, c'était aussi dur. Je crois que notre problème, il est là. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir vous voir. C'est pour ça, je vous ai dit, bon, j'ai été interviewé un certain nombre de fois depuis mon retour. Mais j'ai dit des choses là. J'ai voulu me vider un peu les tripes. Des choses que je n'avais jamais dites. En me disant que ces interviews, un jour ou l'autre, elles intéresseront des chercheurs qui se poseront des questions, et c'est légitime. Alors à l'avance, j'essaye de répondre à ces questions, comme je peux, avec mes difficultés à le dire. Je n'étais pas fait non plus pour raconter des choses comme ça. Monsieur Souline, je dormirai mal cette nuit, encore plus que d'habitude. Et ma femme peut vous dire, depuis 54 ans que nous sommes mariés, je ne suis pas un cadeau. Mais je crois que j'ai un peu exagéré. Il y a quand même des choses que j'aurais jamais dû dire. À vrai dire, maintenant, je ne sais plus exactement lesquelles. Je sais pas, tout ce que je vous ai dit, ça m'est... Mais en tout cas, vous pouvez être assuré d'une chose, c'est ma vérité. Et sur ma vérité, j'ai rarement triché. Si je veux que on sache que ça a été, il faut que je sois honnête. Je crois l'avoir été. C'est vous qui jugerez. Et parce que je crois que j'ai les mains propres. Et au moins, avec des mains propres, je peux prendre mes petits-enfants dans les bras. Voilà.